Comment commencer l'émission de ce matin sans avoir une pensée forte pour Jean-Baptiste Sipa, cette icône, ce roi, ce coach, ce patriarche qui nous a quittés hier. 82 ans, le journaliste a cassé sa plume. Désormais, on parle de lui en termes de bons souvenirs, les souvenirs d'un homme toujours prêt à apporter des conseils aux cadets que nous avons été pour lui. On a envie ce matin de dire que la presse est en deuil. Et la presse est en deuil parce que Jean-Baptiste Sipa était l'un des plus grands piliers de cette presse camerounaise, l'un des pionniers de la lutte aux côtés de Pius Ndiaye, les luttes de liberté pour la presse au Cameroun. Donc, on pense à Jean-Baptiste Sipa ce matin, hommage de l'émission à ce grand homme. On aimerait également ce matin retenir un homme qui nous permet de dire ce matin que la République est de retour. Jean-Pierre Kédi, c'est son nom, il est DG de l'ARCEL, c'est l'agence de régulation du secteur de l'électricité, qui a donc décidé d'écrire au gouvernement pour que l'on le remplace parce qu'il souhaite qu'on respecte la loi de 2017, du 12 juillet 2017, sur les entreprises publiques qui disent clairement et disposent clairement qu'on doit passer un mandat limité à la tête des entreprises publiques, notamment 9 ans maximalement, puisque c'est 3 ans, renouvelable seulement 2 fois. Et donc, Jean-Pierre Kédi a écrit au ministre de l'Énergie pour lui demander de trouver la personne qui va le remplacer et sûrement faire la passation de service. Dans un contexte comme celui-ci, on a bien envie de se dire que ce pays est en train d'aller sur la droite ligne parce que des personnes qui décident de quitter la mangeoire, pour parler trivialement, ne sont pas très nombreuses, en tout cas. Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment de nous retrouver sur Equinox Télévision 10-12, le Zénith. Le plateau est en place comme chaque matin. D'abord vous, Donald de Brice-Camgan, bonjour et bienvenue. Bonjour Rifo Poussi, bonjour à nos téléspectateurs. Merci, comme tous les matins, de nous écouter. On se demande ce matin où sont passés les résultats du 4e recensement général de la population et de l'habitat. 4 ans après le décret du chef de l'État qui institue ce recensement, on n'a pas de résultats. Les résultats de cette enquête-là sont toujours attendus. Alors qu'on célèbre ce 11 juillet, vous le savez, la 20e journée mondiale de la population, comment les politiques publiques sont conduites sans des statistiques claires et fiables sur la population? Comment planifie-t-on la construction des hôpitaux, des routes, des stades, sans savoir combien sommes-nous? 20 millions, 21, 22, 23, 24, 25? Chacun peut répondre. Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'au Cameroun, combien sommes-nous? Ce qui est certain, c'est que la question reste posée. Des personnes évoquent le chiffre de 38 millions de Camerounais, d'autres évoquent le chiffre de 45 millions, mais sans un recensement en bonne et due forme, on ne peut pas le savoir. Donc, Donald Brice-Camgan, qu'on va retrouver à 10h40 dans sa colère, sa chronique ce matin. Également sur le plateau ce matin, permettez-moi d'accueillir Karine Sontia, la très brillante Karine Sontia, puisque hier j'ai reçu un témoignage dans un taxi qui faisait état de ce que vous avez définitivement pris le pouvoir sur ce plateau et que vos propos et vos analyses sont très pertinentes et que parfois on a le sentiment que vous montez en puissance puisque votre arrivée sur ce plateau a été un peu timide et que désormais vous décidez de cacher vos griffes. En tout cas, je me sentais dans l'obligation de vous faire le compte rendu de ces témoignages d'une dame. Elle s'appelle Maman Jeannette, elle est à Koto. Elle sera très contente de vous entendre lui faire un petit coup. Merci, Madame Henriette. Maman Jeannette. Maman Jeannette, oui, depuis Koto. Oui. C'est vrai qu'on ne commence qu'à travailler. Et je vais introduire ce matin par ces multiples brigades qui vont lutter contre les médicaments de la rue au Cameroun très bientôt parce que le ministre de la Santé a annoncé hier dans un communiqué de presse la création des brigades, c'est-à-dire une brigade centrale et des brigades régionales pour lutter contre les médicaments de la rue et autres ventes de médicaments illicites. C'est-à-dire que tous ceux qui vendent des médicaments dans les kiosques, dans des plateaux et autres, vous serez détruits et votre marchandise avec. Vraiment, ce pays. Et puis, quand ce plateau va parler, on va dire que nous sommes des bradologues, que nous critiquons trop. Mais le ministre, il ne se rend pas compte. Je veux dire, sincèrement, à quoi peut servir une telle mesure, mon Dieu?
Ils savent quels sont les circuits de fourniture, de commercialisation, ceux qui envoient ça, qu'ils aillent couper ça à la source. Bref, on en parlera tout à l'heure. Karine Santi à 11h06. Alors, Boro Bengan également sur le plateau ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fosinegou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je me pose la question ce matin. Pourquoi la presse lance des avis de recherche sur les Lions et leurs coachs? Le messager parle tous coupables. Même mutation surtout. Il a lancé un avis de recherche. On vous a dit que les Lions allaient se retrouver où après leur compétition? Moi, dans mon avis, on avait dit nulle part. On avait signifié nulle part. Mais vous les recherchez, pourquoi? Là, je me pose la question. Le coach, on vous a-t-il dit que quand ils seraient éliminés, ils vont d'abord venir au Cameroun, après vous dire au revoir et partir? Non, je n'ai pas. Laissez-les tranquilles, ils sont en congé. Voilà. En tout cas, c'est clair que nous avons été les premiers sur ce plateau à estimer que le coach Clarence Seedorf était porté disparu. C'est bien qu'aujourd'hui on lance un avis de recherche Wanted parce qu'on le veut, ce monsieur. Il doit venir nous dire comment il a réussi à aligner 4 équipes différentes en 4 matchs et pourquoi nous avons perdu à cette Coupe d'Afrique des Nations et combien on le paye pour qu'il fasse ce piètre coaching. En tout cas, c'est important qu'il vienne rendre compte. Demandez aux gens qui l'ont recruté, il n'est pas venu de lui-même. Voilà. Non, les gens l'ont recruté, de me poser la question à ces gens qui l'ont recruté, de vous dire. Mais voilà, donc ce monsieur, il est très, très, très vivement recherché. Donc, Wanted, comme on dit, W-A-N-T-E-D. Madame, monsieur, on va lancer l'émission de ce matin. Merci infiniment de vous conformer à ce programme. Voici la première articulation. Il s'agit d'Histoire du jour, comptée, toujours avec la suavité de Dominique Audrey Oyengelek. Vous allez sourire, mais écoutez, c'est un mot, juste pour un mot. Hein. C'est juste un mot. Vous avez peur de quoi? Voilà, vous allez sourire. C'est juste un mot, je vous en prie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi. Je ne sais pas, j'aimerais vous demander la permission de dire quelque chose. D'accord. Il y a dans la localité, dans le Mbamekim, le village Niafanga, le 9 juillet, des lions ont bouffé 9 bœufs. Moi, je ne sais pas, jusqu'à présent, ces lions sont en divagation. Je ne sais pas si on attend que ce soit des gens qui soient bouffés par des lions pour qu'on réagisse. Donc, à ces populations-là, ce que je peux dire, c'est beaucoup de vigilance et du courage. Il y avait eu un chasseur de lions qu'on a appelé de l'Éthiopie. On nous a encore rien dit. Hein, depuis créer ce problème. Mais comme le pays est ce qu'il est, on va attendre que les hommes soient bouffés. Pour l'instant, c'est du bétail. On va dire que les gens ne s'en inquiètent pas. Mais à la lueur où on est en train de frôler la catastrophe humanitaire. Donc attention de ne pas faire ça. Donc il faut rendre compte où on en est dans la recherche de ces animaux-là, de ces fauves. Ça va être compliqué puisqu'on est déjà en saison de pluie et le lion n'aime pas la pluie. Il va se cacher là où il y a les grottes et c'est là les antilopes s'approchent aussi. Donc en fait, pour le moment, on peut avoir moins d'inquiétude. Parce que là, les lions ont déjà de quoi manger. Oui, les antilopes s'approchent également des grottes. Ça peut être une occasion de les localiser. Donc, comment on sait où ils se trouvent? Allons dans les grottes les chercher. Oh non, je ne sais pas. On ne va pas chercher un lion comme on cherche un chat. Mais pourquoi pas? On a un expert. On a un chasseur expert de lions qu'on a pris avec des frais de mission, on imagine, de plusieurs. En tout cas, on va en reparler. Et parce que c'est la saison des pluies, justement. Les bergers sont à la recherche des pâturages et donc les chèvres et autres bœufs qui ont besoin de se faire nourrir sont justement dans les champs. Le danger reste permanent, si ce n'est pour les hommes, au moins pour ces bêtes. En tout cas, c'est que il faut qu'on nous rende compte d'où on en est avec cette recherche qu'on avait annoncée en grande pompe, d'ailleurs titrée dans le journal le gouvernemental, le quotidien Cameroun Tribune. Donc il faut qu'on nous dise effectivement où on en est clairement. Alors l'histoire du jour, Dominique Audrey, vous nous amenez où aujourd'hui? On va... c'est une histoire assez bizarre. Vous l'avez dans quoi alors? Bon, dans une histoire de sorcellerie. Oui. C'est Paulin, il a 40 ans, il est marié, ça fait sensiblement 4 ans. Les 2 premières années de mariage, tout était bien. Mais sauf qu'après 2 ans, sa femme a complètement changé. Il s'est retrouvé avec une femme assez
volage, une femme vulgaire, qu'il retrouvait partout. Il rentre du travail, il trouve sa femme au bar, à l'entrée de la maison. Sa femme a commencé à le tromper avec son chauffeur. Ensuite est venu son avocat, ses amis, collègues et autres. Il n'a simplement pas compris pourquoi il est resté avec cette femme. Tout ce qu'il sait, tout ce qu'il dit, c'est qu'il aime sa femme à mourir et qu'il ne peut pas la laisser. Il y a 6 mois, en fouillant le téléphone de sa femme parce qu'elle s'est un peu oubliée, elle a laissé le téléphone, elle s'est déplacée, il a fouillé et il s'est rendu compte que sa femme avait pris attache avec un marabout et le marabout lui disait la poudre là, tu mets dans son repas du soir, tel autre produit, tu utilises ça en ovule avant vos rapports intimes, tel autre, tu vas placer devant la porte lorsqu'il va rentrer et tout. Maintenant, il aimerait savoir si sa femme l'a envoûté, parce qu'il ne comprend pas comment est-ce qu'il se fait tromper comme ça sous son nez, il se fait ridiculiser et il n'arrive pas à laisser cette femme. Il dit qu'il n'envisage pas son avenir sans cette femme-là. Il l'aime à en mourir. Mais c'est quoi son problème alors maintenant? Il veut savoir s'il est envoûté et si on peut le désenvoûter. Il a vu le message, il a lu un message, non? Il veut quoi en plus? Merci, monsieur. Mais est-ce que c'est vrai d'abord que l'envoûtement, écoutez, ça a des effets? Vous croyez quoi vous là? Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Mais, puisque je vous dis, alors, voilà. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire de ce matin, d'ailleurs, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont convoquer ici les plus grands philosophes cartésianistes du monde pour nous rappeler la rationalité et tout ce qui va avec, la raison, la logique, les logiques mathématiques, les suites logiques, toutes ces choses qu'on nous apprend dans les sciences. Mais on doit comprendre aussi que l'Afrique avait sa science plus perfectionnée. D'ailleurs, je n'ai pas l'autorité pour en parler puisque sur ce plateau, nous avons un patriarche européen qui va mieux en parler. Revenons-en à l'histoire quand même. C'est intéressant de voir. Il y a une femme qui aime un monsieur. Je voudrais savoir, est-ce qu'il a beaucoup d'argent? Énormément. Oui, ok, ça se comprend. Parce que vous avez des gens qui n'ont pas un copain qui vous disent qu'ils sont foutés. Et il a mentionné, oui, qu'il ne refuse rien à sa femme. Voilà, il n'arrive pas à lui refuser quoi que ce soit. Donc, on peut comprendre pourquoi cette femme a décidé d'envoûter son mari. Et c'est clair qu'il y a une volonté de le garder dans son giron et de ne pas faire, de faire en sorte d'ailleurs qu'elle ne soit pas chassée, répudiée. D'ailleurs, c'est un grand enjeu. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires comme ça qui ont beaucoup d'argent et qui sont obligés parfois d'aller rencontrer les pas comme au Bengal pour qu'on puisse les prémunir de ces femmes lionnes, parce que les femmes, il y a une race de femmes désormais aujourd'hui qui sont des croqueuses de diamants. Donc, elles sont à l'affût de tout ce qui est argent, de tout ce qui est homme de gloire. Vous vous demandez, mais celle-ci, comment elle a fait pour être Eto? Mais parce qu'elle a trouvé le moyen d'être en contact avec Eto. Bon, toute ressemblance à une histoire, c'est plus fiction. Plus coïncidence. Voilà. Alors, bon, Bégal, je commence par vous. Cet homme demande s'il a été envoûté. Vrai ou faux? Vrai. Mais bon, essayons de voir l'histoire. Non, c'est vrai, il est envoûté. Il est envoûté. Et ça marche. Ce sont les effets de l'envoûtement. Je suis convaincu que si on ne vous avait pas donné les antipaludéens en pharmacie, vous aurez dit qu'on n'est pas en mesure de soigner le palu en Afrique. Oui, je vous le dis. Bon, parce que vous oubliez que tout ce qui entre dans la fabrication des médicaments, je parle des antipaludéens, viennent de l'Afrique. Viennent de la forêt, parce qu'il n'y a pas que de l'Afrique, ça vient aussi de l'Amazonie, ça vient de la forêt. Et que ceux qui sont en forêt ne savent pas l'utiliser, la forêt, entre nous. Et or, les Européens qui fabriquent ces médicaments, il n'y a pas de paludisme chez eux. C'est ici qu'ils viennent prendre ces écorces, ces racines et tout, ces feuilles-là. Tout à fait. Il existe bel et bien le charme. À partir de l'envoûtement, à partir de ces produits-là, ça existe. Si vous voulez, apprenez les pharmaciens, nous on leur donne des arbres et vous allez voir, vous allez extraire des En fait, c'est que bon, il y a beaucoup de légendes urbaines dans cette affaire. Hein. On vous raconte ce que certaines femmes font pour envoûter les hommes. Vous vous dites, mais quand même, ça va au-delà de la compréhension. Existe, mais maintenant, est-ce que ce qu'on donne, c'est généralement le tovassi? Et d'un de deux, il y en a qui peuvent se transformer en poison. Oui. Et qui peuvent finalement tuer et le sujet envoûté. Oui, tuer le sujet envoûté. Oui. Parce que lorsque vous allez augmenter les doses chaque fois, et ici et là, bon, il peut même être étourdi et mourir par la suite. Vous
trop. Donc pour dire, l'envoûtement ici vise à rendre l'homme, de le déposséder de sa propre raison. Absolument. Oui. De diminuer, de lui enlever quelque chose. De lui enlever sa propre identité, sa capacité d'agir. C'est-à-dire, nous, quand on parlait d'identité, ce n'est pas je m'appelle Bonbon Bengan, mais c'est que il peut agir en connaissance des causes et des conséquences. Donc, et tout. Mais le problème, oui, envoûtement, oui, mais le problème principal qui se pose ici, c'est le communautarisme. Est-ce que, on en parlait encore hier, le mariage concerne qui? L'homme et la femme? Le mariage, c'est deux familles. C'est-à-dire que votre fils est dans une situation qui vous semble anormale, vous vous interrogez. Vous vous interrogez et c'est à vous d'aller consulter, de voir est-ce que notre fils, cet état qu'il est, il n'est pas habitué, on n'est pas habitué à le voir dans telle situation, dans tel état psychologique, dans tel état d'étude, qu'est-ce qui se passe? Et de la même manière, à ce moment-là, vous venez, vous l'attrapez. Si c'est des pratiques de sorcellerie, des pratiques d'envoûtement, comme c'est le cas ici, c'est vous qui avez la mission de le délivrer de mailles. Je veux dire que ce monsieur, quand même, il est un peu, je veux dire, quand vous êtes envoûté, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que vous êtes envoûté? Oui. C'est parce qu'il pose la question. Oui. Oui. Ah bon? Vous vous rendez, oui, vous savez que vous êtes envoûté. Maintenant, la capacité d'agir pour briser tout ça, vous ne l'avez plus suffisamment. Maintenant, on peut donc le comprendre à travers vos paroles. Parce que je dis, mais je ne sais pas, ma femme, c'est comme s'il m'a fait quelque chose. Bon, puisque vous le dites, oui, il faut que les voisins, les amis, vos frères écoutent, observent et ils doivent donc essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que généralement, on dit, mais notre frère peut dire comme ça alors que c'est vrai. Il faut donc aller auprès des gens qui ont les yeux pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'en Afrique, en fait, on ne divulgue pas l'infidélité de la femme. C'est ce que d'autres femmes ne comprennent pas. C'est la femme, parce qu'elle est frivole, c'est elle qui se dévoile en public, comme c'est le cas ici. Parce que ça aussi, c'est un problème. Dans nos coutumes. Donc, comment une femme se permet de sortir le chauffeur, les avocats et tout. Ce que vous dites en gros, c'est que en Afrique, un homme ne doit pas dire avec sa bouche aux gens que sa femme le trompe. Oui, il ne doit pas le dire. Il ne doit pas le dire. C'est ce que justement la jeune génération ne sait pas. Oui. Ne jette pas. Vous avez des hommes qui commencent à se plaindre par non, ça c'est le comportement occidentalisé, ça. Oui. De nous, votre femme vous a trompé, c'est quand vous dites, mais attendez, parce que on ne divulgue pas. La femme, c'est à l'intérieur. Et vous conservez un certain nombre de choses. Et c'est ce que on va dire, voilà. Et pourquoi? Justement, pour cacher cela, c'est l'homme qui essayait de montrer qu'il est maître de la société. Oui. Et voilà, et c'est ça. Et on a donc mal interprété en disant, mais l'homme, il pense que lui peut parler de sa sexualité, alors oubliant que de l'autre côté, on préserve, parce qu'en fait, c'est la femme qui entretient toute la famille. La famille, ce n'est pas seulement votre mari et vos enfants, c'est toute la famille. Il ne faudrait pas que la famille qui vous a envoyé en mariage ait honte de votre situation sociale. Vous avez une situation perverse, dévergondée comme celle-ci, une femme pala, ne fait pas honneur à sa famille et non plus à la famille qui l'a accueilli. D'accord. Donc en réalité, c'est le regard de la société sur les quatre autres de la femme. Donc ça pose ces deux problèmes-là. Très bien. Alors, je ne sais pas, j'hésite entre Donald et Karine. Alors, Donald, j'ai envie de faire un commentaire, vous prenez la parole. Hein, et il me semble que l'histoire de ce matin est en train de nous montrer vraiment l'effet contre-productif de l'envoûtement. Ça veut dire que vous envoûtez un homme parce que vous le voulez pour vous seul, vous ne voulez pas qu'il vous quitte, n'est-ce pas? Parce que c'est ça l'objectif visé, qu'il vous quitte. Mais sauf que c'est contre-productif. Parce qu'au final, vous le dépossédez de ce qu'il est, de son être à lui, et du coup, il n'est plus capable de vous satisfaire.
C'est donc pourquoi elle passe du chauffeur à l'avocat, de l'avocat Non, au non, elle l'a envoûté. parce qu'elle cherche. Elle l'a envoûté parce qu'elle veut, elle est pas là comme on dit. Bon, Parce qu'il fallait elle que... n'est pas satisfaite par son mari. Non, ça, non. ça se voit là. Elle veut le bien et au moment qu'elle se permet, elle a une jambe légère. Bon, comme on à dit. moins qu'elle soit une infomane, mais bon. Elle a une jambe légère Ouais. et elle voudrait pas que son mari la blâme, c'est Bon, tout. ce serait quand même gros hein, d'aller voter non juste pour cette raison-là. Ce serait vraiment, on va dire, le haut niveau des JO. Bon, allez-y, Donald, c'est à vous. Alors, si l'envoûtement existe, soyez un peu cohérent, parce que l'envoûtement, c'est quoi? La perte de la raison d'un individu, un homme ou une femme. Mais dans ce cas-ci, vous dites que quelqu'un a perdu sa raison, et vous dites qu'il s'est rendu compte qu'il a perdu sa raison. J'estime que c'est pas cohérent. Quand on perd la raison, on ne réfléchit plus, on ne fait que ce que l'envoûtement commande. Voilà. Non, Paulin vit son amour. Parce que l'amour à lui-même, c'est un envoûtement, pour reprendre le mot. Ouais. L'amour à lui-même, c'est un envoûtement. C'est-à-dire que lorsqu'on aime quelqu'un, on est sublimé par la personne. Parfois, même les défauts, on ne voit plus. Oui, quand tu aimes quelqu'un, parfois, même s'il est laid, tu estimes que non, c'est le plus beau de la terre. Oui. Au point de sortir avec votre chauffeur, vous dites, voilà, c'est bon. Non, je dis- l'amour, c'est de la part de Paulin. Mais c'est ça que je dis. Oui, ça Paulin dit que- est tellement amoureux, Amoureux qu'il ne peut pas voilà, se et puis- rendre compte. Il y a des niveaux de tolérance. Vraiment. Il y a des niveaux de tolérance lorsqu'on est amoureux, on atteint. Mais Qu'on ne l'amour se est aussi pose jaloux, même- non? L'amour Voilà. induit aussi la jalousie. Bon, la jalousie n'est pas forcément une preuve d'amour, attention. Ah bon? La jalousie n'est pas forcément une preuve d'amour. Lorsqu'on aime, il est possible de ne pas se poser un certain nombre de questions. Si on est sous le coup de l'envoûtement, moi je n'y crois pas beaucoup. J'estime Moi, que l'envoûtement, des histoires que moi j'ai, surnaturel. c'est surnaturel et moi il n'y a pas d'éléments factuels qui permettent de dire tel a été envoûté. Les gens imaginent. Ça existe. C'est pas cohérent de dire que quelqu'un a été envoûté et qui s'est rendu compte qu'il l'a envoûté. Ça existe. Il y a un esprit, une force extérieure qui te commande et que tu parviens à maîtriser, à prendre conscience du fait que cette force te commande. Ce n'est Donc, pas donc possible. pourquoi Mais ne comment pas vous aller faites- jusqu'au bout de ta logique? Continuer à la dominer en tout. Paulin aime sa femme. Paulin aime sa femme. Oui. Ils ont déjà fait 4 ans ensemble. Sa femme est allée voir un charlatan pour mieux le conserver. Il a Vous dites certainement... un charlatan? Oui, mais quand je dis charlatan, c'est quelqu'un qui parle des choses qu'il ne maîtrise pas. C'est ça pour moi le sens du mot charlatan. Bien sûr, je comprends Voilà. ce que vous dites. Vous voulez dire que en fait, le charlatan n'a pas réussi, du moins, à profiter Il de vous l'amour. fait croire qu'il peut Voilà. vous donner des produits qui vous permettent de dominer ou de maintenir votre partenaire sur votre ascendance, sur votre domination. Oui. Mais en fait, c'est un leurre. Mais en fait, votre partenaire est déjà dominé par vous du fait de l'amour qu'il a pour vous. Absolument. C'est ce que vous dites. C'est un état sublime où parfois on ne regarde pas ce qui peut être considéré comme étant des défauts. D'ailleurs, vous savez que beaucoup de gens ont pris des décisions parfois incompréhensibles par amour. Hein. C'est pas pour autant qu'on a dit qu'ils étaient envoûtés. De Non, ce point de vue-là, je vous comprends. J'ai parlé de l'envoûtement pour rester dans votre thème. Oui. Parce que lorsqu'on dit l'envoûtement en amour, pour moi, il y a comme une sorte de redondance. Ouais. Parce que l'amour, lui, c'est un envoûtement. Ouais, c'est un Quand je dis pléonasme. l'amour, je parle du vrai. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as vraiment de la flamme pour quelqu'un, Ouais. un homme ou une femme, il y a des moments où tu prends des décisions, parfois sans réfléchir. Si tu es D'ailleurs- vraiment... Je ne parle pas d'hypocrisie, hein, Oui. je parle de l'amour. Vraiment, la flamme que tu ressens pour quelqu'un. Oui. Lorsqu'elle est profonde, lorsqu'elle est entretenue, à un moment donné, tu prends des décisions qui ne sont pas rationnelles. D'accord. J'ai l'impression que Donald est amoureux. Brice Il est en Kamga, train de faire c'est une déclaration. Non mais écoutez, il vous dit quel amoureux il est. Ouais, ça se voit. transparaît dans ce qu'il dit. C'est- Quel amoureux il est. Il est Et- un amoureux qui se sent envoûté par... Est-ce sa que Paulin vous a Ah, dit l'amour. qu'il y avait des signes extérieurs ou intérieurs Voilà. de l'envoûtement? Non. Si vous me décrivez il comment ne- il s'est rendu compte que... On ne comprend pas comment il est cocu et il reste avec cette femme. Aucun homme normal Mais ne ça- reste avec une femme. Qu'est-ce qui qu'un le homme trompe. normal? Un homme qui... Définis l'homme normal là comment? Comment? L'homme normal, c'est un homme qui ne reste pas avec une femme qui le trompe. C'est ça un homme normal. Un Donc, homme il ne normal. blâme pas. Vous pouvez pardonner, mais lui ne parvient même pas à blâmer la femme. C'est ça l'amour, puisqu'il s'en plaint.
Il a peur Bref, de perdre Donald. ses Alors, Karine, j'ai envie de le dire, Karine, vraiment, beaucoup de gens attendent ce que vous allez dire ce matin. Hein. Paulin a peur de perdre ce qu'il chérit. Et Donc, Paulin est en panique. Oui, il est en panique. Oui. Il est dans une situation où il a peur de perdre sa femme. Le leurre de l'envoûtement n'est pas juste au niveau de son amour pour sa femme. Je pense que ça s'étend. Vous voyez un homme, ils sont nombreux ici d'ailleurs, qui se font cocu, qui connaissent même les amants de leur femme, mais qui restent tranquilles. Parce que, il faut préserver la sécurité de sa famille. C'est pas normal que ton frère ou ta soeur sache que même comme j'avais refusé la femme là, elle te trompe aujourd'hui. Pour lui, c'est pas reluisant, c'est pas un honneur pour lui de parler et de dire à quelqu'un, même venir raconter l'histoire pour lui, c'est rabaissant de dire à quelqu'un que ma femme me trompe. Et là, il se rend compte du fait que sa femme le trompe. Maintenant, parler de l'envoûtement et autres, il peut même être envoûté. On n'envoûte pas un homme pour rien. On envoûte un homme qui nous plaît. Et on envoûte un homme qui nous aime déjà. Tu ne peux pas envoûter quelqu'un qui ne t'aime pas et ça ne finit pas. Lui là, il est envoûté parce que déjà il aimait la femme. Et la femme voit qu'elle a beaucoup d'erreurs. Elle se reproche de beaucoup de choses. Raison pour laquelle il faut bien conserver sa relation, il faut conserver son couple. Peut-être qu'elle fait mal d'utiliser la voie de l'envoûtement des marabouts et autres, mais moi je me dis que parfois elle le fait pour conserver son couple. Ce qui est mauvais dans l'histoire, c'est qu'au final, on a un homme amoindri qui lui se sent amoindri, qui est comme un animal dominé, et c'est grave. Parce qu'il a quand même un frère, il a quand même une sœur qui voit son comportement, qui voit ses agissements. Mais si personne ne parle, ça veut dire que lui-même il ne laisse pas la possibilité à quelqu'un d'autre de parler. Donc il faut le laisser dans son amour. D'accord. Alors, on n'a pas le temps. Hein. Dominique Audry, allez-y, votre point de vue sur cette question, je vous en prie. Les femmes qui utilisent des envoûtements pour les hommes, ce sont des femmes désespérées, Monsieur Fopoussi. Le vrai charme qu'on peut donner à un homme, c'est soi, c'est être soi. Si vous êtes une femme qui est colérique, si vous êtes une femme qui est très douce et autres, c'est ça qui fait que l'homme va vous aimer, en mourir. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des charmes et autres. Soyez belle. Réinventez-vous, que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur le plan du comportement, réinventez-vous. Vous allez utiliser des charmes et autres, vous allez finir par tuer, entre guillemets, cet homme que vous aimez là. Donc ici, la femme, vraiment, il doit faire les efforts, ou il va rencontrer un autre marabout qui va le soigner, ou il va rencontrer un prêtre qui va le sortir de cette situation-là. Mais cette femme, il doit se séparer d'elle parce que de quelque manière que ce soit, elle peut finir par le tuer. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, vous dites qu'il y a une manière naturelle de charmer un homme. De charmer un homme par le comportement, par ce que l'on fait au quotidien. Oui. Et vous trouvez que les femmes qui font recours à ces pratiques surnaturelles sont un peu paresseuses. Pour le coup, elles ne veulent pas faire des efforts. La facilité. Et parfois, il y a les amitiés également. Vous allez voir une copine qui va vous dire, non, hey, mon type là, j'ai un marabout là, non, il est efficace, il te donne ça et tu mets seulement dans le... Non, tu auras tout ce que tu veux, même si c'est la maison, il va te donner. Oui. Et finalement, quand vous allez essayer, vous avez la malchance, ça ne marche pas comme chez elle. Donc, je pense qu'on doit faire attention à ces compagnies, aux femmes, aux personnes qu'on fréquente, mais rester soi-même, parce que c'est ça, en fait, qui fera qu'un homme reste avec vous. Oui, bon, on va comprendre que certaines femmes ont du mal à séduire leurs hommes sur la durée. C'est pourquoi donc elles font recours à ce type de pratique. Tout s'apprend, Monsieur Fopoussi. Au final, tout s'apprend, tout s'apprend. Il faut avoir l'humilité de vous rapprocher de quelqu'un et lui dire, ouais, Mako, depuis un temps, mon mari, c'est pas trop ça. Pourquoi pas? Vous lui dites, ouais, ma chérie, depuis un temps, avec mon mari, ça ne donne pas. Est-ce que tu... Regarde, donne-moi un peu une astuce, comment tu fais. Une bonne amie va vous dire, achetez de nouveaux sous-vêtements, par exemple. Faites attention à vos ongles, à vos doigts, parce qu'il y a des hommes qui sont regardants là-dessus. Votre vernis, essayez de vous parfumer le soir. Quand il rentre le soir à la maison, il faudrait qu'il vous trouve en tenue sexy. Par exemple, essayez de vous coiffer. Soyez tout le temps belle, faites-lui de beaux repas. Organisez des dîners à la maison, envoyez les enfants chez une voisine ou bien chez une sœur et faites-lui... Soyez... Sortez de votre zone de confort. Oui,
Voilà, Dominique Audrey, vous faites monter les commentaires chaque fois que vous prenez la parole. Voilà, parce que il y a une personne qui a écrit sur le commentaire de l'émission que Dominique Audrey, je l'aime parce qu'elle est cash. D'accord, c'est compris. On va lire quelques messages avec vous, Karine. Je pense qu'il n'y a pas d'envoûtement dedans. Quand quelqu'un est envoûté, il ne croit à personne et refuse même qu'il est envoûté. D'accord. Il y a un autre message. Mon ami, pour moi, cette femme est une sorcière et lorsque ce piège se retournera, ce couple va se disloquer. Arsène Mbimbo. Mais bon, Robégan, à partir de quel moment ce type de pratique est devenu une chose commune dans nos sociétés? Au départ, c'était lorsque c'est l'homme qui était, j'allais dire, un homme comme ça, il est un homme à femme. Oui. Et la femme a donc commencé à faire ces portions-là pour les maintenir. Mais comme ça, comme disait donc de bouche à oreille, et les femmes des Vergondés ont donc utilisé ça pour arracher les maris des autres. Donc, à l'époque, parce que lorsque on entretenait des rapports, c'est des jeunes filles, 18, 20 ans, il n'y avait que mariage qui était au bout. Il n'y avait que mariage, parce que les filles à 25 ans qui n'étaient pas mariées, on les appelait sapak. En fait, on les appelait sapak. Et à ce moment-là, c'est sapak donc essayaient de voir, pour avoir un statut social, ils se disaient qu'à un certain moment, on doit l'appeler madame, même si elle n'est pas mariée. Voilà comment ça a évolué, au point où aujourd'hui, puisque le mariage donne une certaine, comment je vais dire ça, pas seulement stabilité, donne un honneur, ça donne des honneurs, et les femmes pala ont donc commencé à vouloir conserver leur mari en disant mais je vais mettre la base, je serai marié, mais je vais continuer à entretenir mes multiples relations sans que l'homme ne parvienne à dire un mot. D'accord, donc vous dites qu'au départ il y avait des intentions nobles et que par la suite on a commencé à pervertir, les gens commençaient à l'utiliser pour faire des choses pas. Vous semblez pas d'accord avec ça, hein, Donald Breskamga? Bon, non, mais on peut lui donner des dates. Hein, ceux qui croient en l'envoûtement croient à des choses mystiques qui n'ont pas d'emprise sur le réel. Comment est-ce que vous avez réussi à prouver que quelqu'un a envoûté? Il y a des éléments qui permettent de le voir. Celui qui est envoûté vous dit, prend conscience et vous dit qu'il est envoûté. Oui, c'est à des niveaux, oui. C'est-à-dire, oui, absolument. Il donne un homéopathie parce que sûrement qu'on lui a dit, c'est le poison. Je vous dis, l'envoûtement peut vous tuer. L'envoûtement signifie l'absence de conscience. Comment vous n'avez pas de conscience? Ça va à dose homéopathique. Quand quelqu'un est envoûté, ça va progressivement. Donc la femme contrôle parce qu'elle sait que c'est le poison que j'inocule dans le ventre de mon mari. Elle le sait. Elle sait. Donc elle contrôle. Parce que son but, c'est que je dois entretenir mes rapports extra-conjugaux sans que mon mari ne bronche. Donc, mais au même moment, elle veut savoir qu'à 40 ans, il a des voitures, il a. Donc, elle sait également qu'il meurt tragiquement maintenant. Sa famille, je verrai sa famille sur mon dos. Donc, ils vont dire, tu as tué notre fils. Donc, c'est tout ça. D'accord. C'est une femme, c'est laissez les gens s'aimer, laissons la superstition, laissons les... Comment on fait pour savoir qu'on est amoureux? Ça me renvoie à... Il y a des étudiants de l'université de Douala ici. Je ne vais pas citer leur nom. Là, ils disaient dernièrement, il y en a qui sont en train de préparer les thèses de doctorat sur le venin. Parce qu'ils se sont dit, quand je leur ai dit, mais attendez, nous voulons que vous ayez des vaccins, des sérums antivénomeux si vous voulez. Parce que je vous montre une écorce, quand vous l'avez sur vous, le serpent ne s'approche pas de vous. Donc, quand c'est un bonbon qui vous le dit, vous allez dire c'est superstition, mais je peux vous le faire. Je leur dis, il y a une qualité de venin. Certains serpents, quand ils vous mordent, le sang ne reconnaît plus les veines. Donc, vous enflez, vous mourrez. Il y a d'autres types de serpents. Quand vous êtes victime de morsure de ces serpents, le sang se coagule. Non, mais comment vous pensez que ça n'existe pas? Nous, on sait. Vous me dites, la vipère m'a mordu. Je dis, si tu es à côté de tes, prends ça. Si c'est le cobra qui vous a mordu, je vous dis, prends ça. Il y a quoi de ça suffit? C'est à vous d'aller extraire donc ces substances-là et en faire des produits si vous voulez. Mais vous savez que donc il n'y a pas de la même manière. C'est une émanation métaphysique mystique. Donc il faut être initié pour savoir des choses comme ça. Ça c'est clair. Voilà. Ça veut dire que les arbres que nous avons, les herbes, les écorces ont des noms.
D'accord. Et quand vous rentrez au village, les noms qu'on va vous donner sur ces arbres-là signifient quelque chose. Ça veut dire que pendant des millénaires, nos ancêtres ont expérimenté des choses. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est, pour revenir à la dose homéopathique, pour dire que c'est quelqu'un qui faisait tout récemment, qui essayait un tout petit peu de danser le cinéma nigérian. D'ailleurs, ça tombe bien puisque le Nigeria est en demi-finale de la CAN 2019. Alors, il disait que dans les films d'Hollywood, il voit très bien que des femmes prennent des poisons, prennent le poison pour aller tuer le mari. Mais il ne comprend pas comment une femme peut prendre le poison, elle met dans la nourriture, elle touche, elle goûte d'abord le poison. Elle goûte d'abord le poison. Non, mais Et elle ne meurt pas. les gens sont capables. Elle ne meurt pas. Non, pour tourner à Ouais, jusqu'à quel point c'est ce réaliste. cinéma surréaliste. Et puis, elle sort de nourriture, elle sert à son mari. Et ça, après, son mari il a goûté, il a goûté une petite gorgée. Le mari tombe, il meurt. Alors qu'elle n'est pas morte. Elle jubile. Elle prend le même repas maintenant, elle mange pour jubiler, pour être contente et elle ne meurt pas. Donc, Elle a été blindée. Non, mais ça s'explique. non, arrêtez un peu. Oui. Arrêtez un peu. Attends, On va s'arrêter là pour ce matin, madame, monsieur. Merci infiniment. On a voulu sortir avec cette blague-là pour détendre un peu l'atmosphère. Voici la colère de Donald de Brice-Camgan. À tout de suite. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur un sujet gravissime. C'est un drame typiquement camerounais. Mesdames, Messieurs, si vous avez de l'eau à boire dans vos ménages ce matin, eh bien, on pourrait dire que vous avez un peu de la chance. Vous avez un peu de la chance parce que le Cameroun, à la matière, est un scandale planétaire. Scandale planétaire en matière d'accès des populations à ce précieux liquide. Ne dissertons pas sur le cauchemar des pauvres populations de Guidigis dans l'extrême nord, de Atok dans la région de l'Est ou de Olamze dans la région du Sud ou Belel dans la Damawa. Ce serait défoncer des portes ouvertes. Les villes de Douala et de Yaoundé sont les deux principales métropoles du Cameroun. Depuis une dizaine d'années environ, le gouvernement chante une ritournelle devenue bien ennuyeuse sur des projets d'adduction en eau potable pour ces deux capitales. Yato 1, Yato 2, Akom Nyada et que sais-je encore. Mais l'accès à l'eau potable à Douala comme à Yaoundé demeure un rêve bien lointain de ces goûts de vie entassés au quartier Emana à Yaoundé ou au quartier Oyak, ici à Douala. Lorsqu'après une longue traversée du désert, vient le moment de voir quelques gouttelettes tomber du robinet, vous pensez avoir passé la commande d'une marmite de sauce jaune à Mami Chop. Que non, c'est bien tout ce que ces ingénieurs en projet sans fin peuvent nous servir après tant d'années de règne sans partage. Ce pays a-t-il un gouvernement? Oui, la question mérite d'être posée par chaque Camerounais ce matin. Car en effet, le rôle d'un gouvernement, c'est d'abord et avant tout d'offrir aux populations les services sociaux de base. Et l'eau potable, justement, est le premier service social de base dans tout pays. L'eau potable en tête de ces services. Parlons comme la vendeuse du marché central de Douala. Le Cameroun est un pays gâté en matière d'eau. Le Cameroun est assis sur de l'eau. Tout le monde le sait. Le Vouri, le Nyon Ekele, le Nyon Isso, le Fundi, la Sanaga et que sais-je encore. La plupart des 58 départements que compte le pays portent des noms de cours d'eau. Mais c'est le deuxième potentiel hydraulique également en Afrique, le Cameroun, derrière la République démocratique du Congo. D'où vient-il donc qu'en 2019,
des enfants meurent encore à l'extrême nord du Cameroun en allant rechercher de l'eau. Qu'ont fait les citoyens de ce pays pour mériter un tel drame? À demain. Voilà, on en parle ce matin, comme on en parle toujours sur cette émission pour dézinguer cette politique, on va le dire, mal pensée et sans résultat sur la question de l'eau. Et on voit très bien d'ailleurs, et ça me permet de faire une petite parenthèse puisque c'est très important. Vous savez qu'il y a eu cette fusion l'an dernier de la CamWater et de la CDE. C'était l'an dernier ou c'est tout récemment? L'an dernier. L'an dernier, oui, tout récemment. Non, l'an dernier. Alors, donc, j'ai rencontré un ex-employé de la CamWater, de la CDE, par exemple, qui m'a signalé qu'ils sont nombreux aujourd'hui, dont les droits ont du mal à être payés après cette fusion. Et donc, il semblait annoncer qu'il engagerait dans les semaines à venir des actions de grève pour réclamer ce qui leur avait été promis lors de cette fusion qui a eu des dégâts, évidemment, sur leurs emplois et sur leurs droits sociaux. Donc, c'était important de le dire. Parce que, évidemment, pourquoi j'évoque cette fusion? Parce que cette fusion nous avait été vendue comme étant la panacée de tous les problèmes que nous avions en termes de fourniture, d'éducation d'eau potable au Cameroun. On observait évidemment que la CamWater qui était chargée de produire et la CDE qui distribuait, c'était un peu trop lourd. Il fallait faire en sorte de confier les deux activités qu'à une seule entité. C'est pourquoi CamWater désormais est devenue l'unique et seule entité qui s'occupe de tout cela. Mais sauf que depuis un an et plus d'un an, on se rend bien compte que rien n'a changé. C'est la même chose. D'ailleurs, ce matin, il y a une compatriote qui a écrit sur Twitter pour se plaindre. Elle dit ceci: elle a payé 150 000 pour se faire abonner. D'ailleurs, j'apprends qu'on paye 150 000 pour se faire abonner, c'est quand même cher quand même, hein, 150 000. Et donc, depuis 4 mois qu'elle a payé 150 000, personne n'est venu poser son compteur, ni faire en sorte d'installer le matériel qu'il faut pour qu'elle ait de l'eau à la maison. 4 mois, je me suis dit, mais c'est quand même terrible dans un pays. 4 mois, vous payez votre abonnement. Pour quand on vous installe, c'est compliqué. Non, mais attention, où est-ce qu'on va? C'est ça. À travers ces cas, on peut, comme vous l'avez dit, reporter d'autres cas, des régions reculées, l'extrême nord, où on voit bien que l'eau là-bas, l'accès à l'eau potable reste un réel problème. Bon, Robengan, quelle est votre analyse de cette situation qui est grave? C'est l'échec total et qui renvoie, je vais peut-être être dur, est-ce qu'il n'existe pas un plan d'assassinat collectif des Camerounais en leur demandant ou alors en les amenant à ne boire que de l'eau de cette qualité-là, de l'eau infeste? Parce que le choléra, c'est la maladie de la saleté, c'est comme ça qu'on dit, et ça provient de là. Mais il y a quand même quelque chose, ça m'a rappelé quelque chose de bien, parce qu'il faut peut-être le dire. Il est décédé aujourd'hui, Clément Oboufegue, oui. Quand il était encore directeur général de la SNEC. Je ne sais pas s'il a bien géré ou pas. Et son nom a été on va dire, confondu à la SNEC. Qu'il ait bien géré ou pas, je n'en sais rien. Mais je vois avec son directeur général adjoint de l'époque, un certain Kemayou, je pense, et ils avaient mis en place, lorsque ce processus de privatisation a commencé avec les injonctions du Fonds monétaire international, ils ont créé un lobbying. Ils ont d'ailleurs dit au chef de l'État qu'il n'était pas souhaitable de privatiser la SNEC. Et ils avaient mis un certain Évariste Abessolo, bon, je ne le vois pas depuis, parce que là, il faut citer les noms, hein, pour montrer pourquoi on ne doit pas privatiser la SNEC et même non plus la SONEL. Parce que l'énergie ne peut pas être détenue par les privés. Et plus les privés étrangers, comme semblait être le cas, ça s'est vérifié par la suite. Mais malheureusement n'ont pas été entendus. Les Marocains, à l'occurrence, pour la SNEC. N'ont pas été entendus. Les Marocains, même si tout récemment on les a chassés. Donc, on dit l'eau c'est la vie. Bon, ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas l'eau, c'est la mort. C'est pas moi qui le dis. Et lorsque vous avez donc cette qualité de l'eau, ça veut dire que vous mourrez. Et bon, le gouvernement a donc choisi de tuer ses propres populations.
Et c'est le même gouvernement qui a accepté en décembre 2003, je dis bien décembre 2003, d'abriter le sommet Africité qui avait comme thème l'accès aux services de base, notamment l'eau, l'électricité. Donc, en fait, c'est une donnée terrible. Bon, vous parlez de l'eau comme étant un domaine de souveraineté pour un État, là on l'a bien compris, mais on voit bien que dans d'autres pays, on a décentralisé. On laisse les communes, chaque commune, par exemple aux États-Unis là-bas, chaque district a son propre moyen de fourniture d'eau à ses Absolument, c'est ce que beaucoup d'experts, c'est même d'ailleurs ce que l'une des recommandations de ce sommet Africité de 2003. Oui. Et malheureusement pour nous, ou alors heureusement pour les autres, c'est un Camerounais qui pilote. J'ai qui s'appelle Elong Bassi, Jean-Pierre. Oui. C'est d'ailleurs lui, entre-temps, quand il était à la Maïture, qui a fait la zone que vous appelez zone Nilon. Et beaucoup de autres disent comment il fallait urbaniser nos villes. Mais on lui a dit, comme tu réfléchis beaucoup, on ne te veut plus de toi. Donc en fait, c'est lui qui a porté ça. Donc il fallait donc pour appuyer cette politique de décentralisation, laisser aux municipalités la possibilité de gérer, comme vous avez dit avec raison d'ailleurs, ces problèmes d'adduction d'eau et de gestion des ordures. Oui. Notamment, qu'est-ce qu'il fallait faire selon lui? Il fallait procéder à ce qu'on appelle non pas transfert des compétences et des moyens, mais transfert de pouvoir. Parce que la décentralisation veut dire transfert de pouvoir. À ce moment, mais malheureusement, on en est là. Donc. Bon, il y a également, permettez-moi de rester sur vous, Benga, parce que le Cameroun, on va le dire, c'est incompréhensible. C'est même un paradoxe que le Cameroun en soi a manqué de l'eau potable. Quand on voit la nappe phréatique du Cameroun, c'est un scandale de voir le Cameroun avec cela. Alors que des pays comme l'Espagne, on prend une ville comme Barcelone là-bas, ils n'ont que l'eau de mer, l'eau salée, mais eux ils réussissent de manière, avec une technologie adéquate, à transformer cette eau salée-là en eau potable pour boire. Je vous prends un cas beaucoup plus alarmant, le Burkina Faso. Oui. Sous Sankara, j'y étais. Sankara avait mis en place des zones de collecte des eaux usées qu'on transformait en eau potable. Je vous dis qu'on transforme en eau potable. Et le Burkina, c'est une zone désertique, quasi désertique, je l'allais dire. Comme sahélienne, mais il faut dire que par rapport au Cameroun, on peut considérer que le Burkina, ils ont réussi à le faire. Ça veut dire que chez nous, et j'ai souvent cité cet exemple, que Douala, par exemple, a été le champ d'expérimentation des premiers docteurs en hydraulique, en sciences physiques, option hydraulique, que l'Université du Cameroun a formé. Donc, et ces mêmes gars ont été pendant longtemps secrétaires permanents de la commission du lac Tchad. Ils ont d'ailleurs dit comment on pouvait procéder par l'irrigation pour que tout le Grand Nord, quand je dis la Damawa, le Nord et l'extrême Nord, tout le Grand Nord ait de l'eau en permanence. Mais ils n'ont jamais été écoutés. Donc, et vous dites, oui, le Nyong est sous, c'est la Sanaga maritime, le Mbam, c'est le cours d'eau, même le Fundi qui est un ruisseau, c'est le Fundi. Mais ça veut dire, comme vous avez dit avec raison, on aurait pu avoir de l'eau et revendre de l'eau. Voilà. Mais malheureusement, nous n'avons même pas, même à la présidence, il arrive souvent qu'on coupe de l'eau. Oui, le quartier Toudi est resté pendant de nombreuses années sans eau. Non mais, bon, Benga, c'est quand même terrible puisqu'on nous a vendu les stations de captation d'eau. Je me rappelle encore à l'époque, l'ancien ministre de l'Énergie allait parfois faire des cérémonies d'inauguration en grande pompe et annoncer parfois que bon, désormais, la ville de Yaoundé aura tel nombre de produits, tel mètre cube d'eau. On va vous dire comment l'eau du Nyong va partir Colavino, cette la technologie italienne qui est la meilleure du monde va prendre à partir du Nyong et apporter ici. Mais toi, moi, après, on ne voit plus rien. D'accord. Donald Brice, quelles sont vos explications? Il n'y a pas d'autre forme d'explication que la malgouvernance. Il n'y a pas d'autres explications. Écoutez, les villes de Yaoundé et de Douala, nous prenons ces villes qui sont le symbole même de cette crise. Parce que si vous allez à Mokolo à l'extrême nord, ou à Kousseri à l'est, ce serait plus grave. Les villes de Yaoundé et Douala sont à 250 mm3 d'eau.
de déficit par jour. C'est extrêmement grave et malgré ces projets que les ministres qui passent en ronde au ministère de l'eau et de l'énergie nous vendent, on a du mal à voir quel est le niveau d'impact sur le terrain. C'est d'autant plus grave que les investissements ne font que se multiplier en matière d'adduction d'eau en eau potable au Cameroun, sans que l'on ne perçoive les résultats. Le nouveau ministre qui est là annonce un projet d'adduction d'eau dans 20 localités, les principales métropoles. On attendra bien de voir ce que cela va donner. Mais on semble très loin, mais alors très loin de l'ONIA. D'accord. Karine, quelle est votre analyse sur cette situation du Cameroun? Un vrai scandale, que nous ayons été gâtés par la nature et que nous soyons en manque d'eau potable. Environ 9 millions de Camerounais n'ont pas accès à de l'eau potable au Cameroun. Et ce qui explique que si dans les zones rurales c'est plus grave, il reste qu'en ville ce n'est pas mieux non plus. Vous voulez dire 19 millions ou 9 millions? Puisque les gens, ils ont envoyé les forestiers, ils ont détruit toutes les forêts du Cameroun, donc au village il n'y en a pas. Donc 9 millions. 9 millions, bon, ça c'est un rapport de 2017. Oui, de l'agence African Center for Peut-être Advocacy. ils sont limités Au centre urbain. Voilà. Parce qu'il n'y a pas l'eau dans nos villages. Mais ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à l'eau potable parce que c'est l'eau potable. J'ai dit bien l'eau potable. Nous n'avons plus l'eau potable dans nos villages. Là, les ruisseaux qu'on prenait, les forestiers ont tout dévasté. Bon, après, il faut comprendre aussi dans quel contexte cette étude a été menée. Oui, allez-y, Karine, continuez. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que nous sommes dans une réalité qui touche beaucoup de Camerounais. Parce que quand bien même il y a de l'eau, l'eau n'est pas propre, l'eau n'est pas potable. Soit elle est colorée, soit elle est malodorante. Et du coup, les populations ruent vers les puits d'eau publics et même certains forages construits par les entreprises privées dans le cadre des RSE. Oui. Des RSE. Maintenant, on entre quand même dans une autre société. On est en train de vouloir construire un responsabilité sociale des entreprises. Sociale, si vous voulez, des entreprises. Pour qu'on comprenne bien ce que c'est que le concept RSE. Ce qui est grave, c'est que dans chaque quartier, sinon la plupart des quartiers de la ville de Douala, pour rester dans ce sillage-là, il y a des bonbonnes, je ne sais pas si on appelle ça des bonbonnes, d'eau sur lesquelles on a inscrit Can Water. À un moment donné, moi, je me suis renseignée pour savoir qu'est-ce qu'elles font. Là, on m'a dit non, c'est pour donner de l'eau aux populations. Ok. Cette eau arrive parfois une fois le mois ou une fois les 2 mois et finit généralement en 2 jours parce qu'on met 2 bonbons dans un quartier qui a qui est très peuplé. Et vous voyez que la population en elle-même n'est pas confiante face à cette eau. Donc, quand elle puise, elle ne peut pas s'empêcher d'aller filtrer avant de boire. C'est-à-dire que même l'eau qu'on nous sert, disons qu'elle est potable, ne l'est même pas selon nous. Quelle est l'eau qu'on nous sert aujourd'hui? Est-ce que c'est de l'eau potable selon ceux qui nous donnent cette eau ou c'est l'eau potable que nous-mêmes nous avons choisi qu'elle le soit? Ok, Dominique, on voit très bien. D'ailleurs, on doit peut-être aujourd'hui regretter l'époque des bonnes fontaines. Hein. Absolument. Et des sources. Oui, absolument. Des bonnes fontaines. Voilà, absolument. Oui, allez-y, Dominique. Cette situation, je veux dire, le gouvernement ou les autorités en charge de ce secteur d'activité prouvent une fois de plus leur incapacité à répondre aux besoins des populations. Donner de l'eau, c'est primordial, c'est comme la santé. Comment on évolue dans un pays où on ne peut pas boire de l'eau potable? Aujourd'hui, les populations se sentent tellement abandonnées que c'est chacun qui creuse son puits là où il veut. Et à côté, on a des latrines. On finit par avoir des maladies hydriques parce qu'il y en a énormément. Je me suis retrouvée à Kekem l'année dernière où je buvais de l'eau du puits, Monsieur Fopoussi. C'est impensable parce que là-bas, on a fait 6 mois, aucun robinet ne coule. Donc, personne n'a même plus le temps d'aller là-bas vérifier si l'eau revient déjà. Jusqu'à quand est-ce qu'on va rester comme ça? Moi, je ne sais pas jusqu'à quand. Loum également est dans cette situation. Tout le monde. Malheureusement. Djombe également, oui. Malheureusement. Oui. Il y en a marre. Hein. D'accord, on va continuer à nourrir les échanges avec vous en deuxième partie, messieurs et dames sur ce plateau. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision. On m'a rappelé hier de dire en fin de cette partie d'émission que Equinox Télévision, c'est bien
la chaîne qui, au-delà de l'image, rend compte. Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs. Merci infiniment à vous de garder votre confiance et votre préférence sur Equinox Télévision. Nous sommes conscients de la tâche et des défis qui s'offrent à nous avec cette émission 10-12, le Zénith, et les sujets que nous posons sur la table et l'impact que ça a dans vos vies et dans l'espoir que vous nourrissez pour que ce pays devienne enfin un pays bien, un pays république, comme on le dit, qui reprend ses droits, un pays où les Camerounais vivent à l'aise, où les Camerounais ont le cadre de vie ou le cadre normatif nécessaire pour s'épanouir, pour se mouvoir dans la vie, et pas ce pays sinistré comme on le voit actuellement, tiraillé de toutes parts par les nombreuses crises, crise au nozo, crise à l'extrême nord, crise à l'est, et toutes ces crises dans l'éducation, la santé, on le voit très bien, les crises qui traversent aujourd'hui le secteur de l'économie camerounaise. On peut aujourd'hui s'inquiéter de toutes ces choses qui vous inquiètent parce que le moral des Camerounais sont au plus bas, et on comprend pourquoi, parce que nous sommes dirigés par des personnes qui n'en ont cure, parce que se préoccupant davantage de leur propre survie, de leur propre vie d'ailleurs, puisqu'on voit que leurs enfants sont dans les boîtes de nuit. Pour ceux qui pensent que je raconte des bêtises, allez ce soir dans les boîtes de nuit à Yaoundé ou à Douala, pourquoi pas. Vous verrez combien ces enfants-là claquent en termes de billets de banque. Ils font ce qu'on appelle là-bas l'argent, c'est de l'eau, pour parler trivialement. Alors, voilà. Pour cette deuxième partie de l'émission, Karine Sontion commence par vous, allez-y. Ce pays est terrible, on néglige l'eau pour promouvoir les boissons alcooliques, pour mieux abrutir les populations, et même le peu d'eau qu'on se bat à avoir est source de maladies. Allez voir les nombres de cas de typhoïde dans nos hôpitaux et les épidémies de choléra. Signé Lyon, qui nous écrit ce matin. Signé Lyon, il s'appelle Lyon. La Signé Lyon. D'accord, merci Lyon. Parlant de cette affaire d'eau au Cameroun, c'est vraiment pitoyable. Seul Dieu nous garde car ma grand-mère, paix à son âme, préférait boire l'eau du Marigot que celle de nos bonnes fontaines. Le Cameroun est un pays négligent et c'est affarant. Et c'est effarant qu'un pays comme le Cameroun est en pénurie, soit en pénurie d'eau. Vraiment, il faut que le gouvernement prenne ce paradoxe au sérieux, car beaucoup ont perdu leur vie à cause de ce dilemme de la part d'Augustin depuis Kribi. Voilà, un vrai paradoxe avec notre nappe phréatique. On a la deuxième nappe phréatique la plus riche d'Afrique après la RDC, et c'est tout de même surprenant qu'on en soit. Et 18e mondial. 18e mondial, c'est grave, donc on peut pas, c'est incompréhensible. Comment notre pays a pu se retrouver avec la ressource humaine qu'on a. Boro Bengan a évoqué les docteurs, les premières thèses qui ont été soutenues à Douala, à l'université à Yaoundé. Voilà, sur ce Douala, on évoque des Camerounais qui ont du génie, qui sont à l'étranger, la diaspora camerounaise, qui ont des projets. Mais lorsqu'ils arrivent ici au Cameroun pour proposer des solutions à nos problèmes, vous avez des fonctionnaires qui s'asseyent sur ces projets-là parce qu'ils veulent leur part dedans. Et c'est ça qui tue ce pays, parce que les gens ne veulent pas voir d'autres compatriotes contribuer à l'essor de ce pays pour mieux montrer et dévoiler au goût du jour leur incompétence. Non, ils préfèrent cacher ces gens-là. Ils préfèrent les repousser comme ils le font pour que nous continuions à subir ces situations-là. Et merci de rappeler que les conséquences sont graves avec la typhoïde. Je rappelle que les Camerounais souffrent beaucoup de typhoïde aujourd'hui. C'est notamment avec l'eau que nous consommons. Et le choléra, le dernier pointage du ministère de la Santé, 93 morts, avec un peu plus de 1000 cas déjà détectés sur l'ensemble du territoire. Voilà, 1000 cas détectés. Ce pointage date du 3 juillet, donc il y a quelques jours. Et je rappelle que ça fait 14 mois que nous sommes là-dedans. Depuis mai 2018. Voilà, donc ça fait longtemps que nous sommes dans cette situation. Personne ne veut prendre à bras le corps cette situation, alors que nous savons il n'y a aucun pays dans le monde, sauf peut-être Ebola, où on déclare une épidémie, et 14 mois après, l'épidémie est toujours là. Non, mais attention,
avec près de 1,7 milliard de francs CFA dépensés, une stratégie qui avait été prise par le ministère de la Santé. Mais on ne dit rien, tout le monde est content. Voilà, le pays va bien, les gens sont assis à Yaoundé, ils disent qu'ils sont des Camerounais. On va continuer à lire les messages. Le gouvernement doit repenser sa politique en eau. Exemple, lancer des campagnes de forage dans les quartiers à des bas prix. Cela pourrait résoudre ce problème. Arnaud depuis Doukoula. Bon, maintenant pour les campagnes pour les forages, puisque c'est un sujet qui intéresse les Camerounais, on doit quand même noter qu'il y a un désordre dans cette affaire. Oui, oui. On ne sait pas trop bien qui autorise quoi et qui fait quoi dans le secteur. Et on ne sait pas trop bien comment cette eau-là est traitée. D'ailleurs, j'en veux pour preuve un expert venu des États-Unis. Il s'appelle Alain Dada Fotso. Il est venu, il a dit qu'il avait mis en place une stratégie pour faire en sorte que les eaux des forages soient, on va le dire, potabilisées, si vous voulez le terme, donc soient potabilisées. Mais sauf que qu'est-ce qu'il y a? Il y a des réticences. Des gens estiment que c'est de la sorcellerie, que c'est de l'envoûtement, pour revenir au sujet de ce matin, et que ce qu'il fait là, vraiment, c'est impossible. Vous voyez, les Camerounais sont arrivés à un niveau où et on voit quelque chose qui est logique, mais il vous dit que ce que vous proposez là, c'est la sorcellerie. Donc, le gars est allé jusqu'à démontrer que là où on prend de l'eau, quand ça remonte, vous le voyez apparemment clair, il y a des particules qui sont impropres à la consommation. Mais les gens, au lieu d'expérimenter, de regarder, de savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux, on lui dit non. Non. Oh, non, on n'a pas besoin. Voilà. Vous savez que pendant la campagne d'élection présidentielle de 2011, le chef de l'État, puisque vous évoquez les forages, avait promis 20 000 forages pour le Grand Nord. Il a fallu que 3 enfants meurent il y a quelques semaines à l'extrême nord pour que le ministre de l'Eau et de l'Énergie fasse le point sur ce projet-là qui était aux oubliettes. Et on apprend qu'on n'a même pas construit la moitié de ces forages. Voilà, la moitié, je ne pense même pas quoi. Quand on dit le chef de l'État, il devait construire les forages, parce que là aussi, c'est du banditisme politique. Oui. C'est lui qui construit les forages, ou alors l'institution qui construit les forages, c'est l'Union européenne. Tenez-vous tranquille. Voilà. Ce n'est même pas le gouvernement. Donc quand on dit c'est la coopération. La coopération de l'Union européenne. Comment l'Union européenne vient construire les forages au village? Voilà. Très bien. Non, soyons sérieux. Normalement, ces gens le font CD2 que la coopération française ici a alloué au PNDP, Programme national de développement participatif. C'est encore les Occidentaux qui viennent construire le forêt dans nos villages. Voilà. Alors, il y a d'ailleurs, pour parler du chef de l'État, qui a d'ailleurs adressé une lettre de félicitations à la nouvelle président de la Commission de l'Union européenne. Peut-être c'est pour ça, parce que, bon, c'est vrai qu'il le fait régulièrement pour d'autres circonstances, mais sauf que pour le cas de Ursula von der Leyen, parce que c'est la nouvelle présidente allemande, mais c'est pas, elle doit encore convaincre le Parlement européen pour être conforme à son poste, hein, donc c'est pas comme c'est pas. Moi je conseillerais au chef de l'État. Moi je conseillerais donc au chef de l'État de prendre sa fille Vera Songwe, de faire en sorte qu'elle soit présidente de la Banque mondiale. Pourquoi pas? Pourquoi là-bas, la la commission économique pour... Qu'elle fasse la diplomatie pour que Vera Songwe aussi soit présidente de la Banque mondiale ou alors du Fonds monétaire international. Il faut saluer Vera Songwe parce que Vera Songwe a été, on va dire, la plaque tournante et on va dire en première ligne sur cet accord SLECAF qu'on vient de signer là à Niamey au sommet de l'Union africaine, dont les 4 États ont signé. Donc on est entré dans la phase opérationnelle. Le SLECAF, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. Donc cette zone de libre-échange, elle était au premier pas. Et tout récemment, elle est venue au Cameroun. On pensait que comme les Camerounais sont très forts, ils ont fait la polémique sur ses pieds croisés. Et pourtant, elle venait au Cameroun pour parler des sujets sérieux comme cette zone de libre-échange. Donc elle, oui, puisque les Camerounais fait des polémiques. Pourquoi elle croise les pieds? Pourquoi elle porte le pantalon? Voilà, donc les Camerounais parfois sont... Alors qu'elle venait pour des sujets sérieux comme cette zone de libre-échange. Et heureusement, ça a abouti. Désormais, on a un marché commun. Ce sera le plus grand marché du monde. Ça, on est en train de vous dire, parce que ça va rentrer en vigueur le 1er juillet 2020. Ce sera le plus grand marché du monde. Maintenant, il faut voir à quel niveau on va abaisser les barrières douanières. Le Cameroun l'a fait avec l'Union européenne. Est-ce que ça n'a pas d'impact? Tout ça, ça a négocié sur cette année qui va avec. C'est un sujet important. Mais ça, il faudra produire. Oui. Bon, il faudra ne soyons pas beaucoup trop enthousiastes parce que en dehors de l'Afrique du Sud et du Nigeria qui ont
un taux assez important de commerce intra-africain. Oui. La moyenne africaine, c'est autour de 16% de commerce, c'est-à-dire que les Africains préfèrent exporter en Europe, en Asie, que d'échanger entre eux. Donc il faut développer le marché local et produire. Si on abaisse les barrières douanières, ça pourra inciter les gens à vendre sur le continent. Non, mais d'abord, qu'est-ce que nous allons vendre? C'est ça la vraie question. Il n'y a que le Nigeria qui a une industrie plus ou moins développée, et l'Afrique du Sud, ce seront manifestement les principaux bénéficiaires de cette zone de libre-échange continentale. Ça reste une bonne nouvelle quand même pour l'Africain. Le fait de faire une zone de libre-échange, ça reste une bonne nouvelle. Ça reste une bonne nouvelle. Les autres vont prendre le pas. On va s'arrêter là pour ces messages. On va prendre tout de suite avec vous Karine Sontia, la revue des réseaux sociaux. Allez-y. Oui, monsieur Fopoussi, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, ce matin, on va s'intéresser à la lettre du directeur général d'Arcel, agence de régulation du secteur de l'électricité au Cameroun, adressée au ministre de l'eau et de l'énergie en objet fin de mandat de directeur général d'Arcel. Par cette lettre, Jean-Pierre Kédi annonce qu'en vertu de la loi du 12 juillet 2017 qui stipule qu'un directeur général d'entreprise publique ne peut manager plus de 9 ans car le mandat est de 3 ans renouvelable 2 fois. Ce dernier demande ainsi au ministre de nommer son remplaçant afin qu'il puisse procéder à la passation de service, étant donné que celui du PCA et du directeur général adjoint arrive à son échéance. Oui, chute brutale et efficace. Hein? Voilà. Alors, on va dire que Karine Sontia, c'est important quand même. Hein? On parle trivialement là. Il s'agit d'un Camerounais qui jouit de ses 5 sens, je le rappelle. Il n'est pas là le Kajamo, il jouit de ses 5 sens. Il est normal, c'est un Camerounais normal qui choisit de quitter la mangeoire. Donc, pour parler trivialement, parce que, pas pour dire qu'il n'a pas mangé, pour dire qu'il quitte un poste juteux, disons que c'est un poste juteux. Voilà. Donc, il choisit de renoncer aux avantages de ce poste-là, parce qu'il estime que la loi ne lui permet plus de continuer, parce que son mandat, tel que la loi l'indique, est arrivé à échéance. Les 9 ans, il les a passés et c'est bon. C'est quand même un cas rare. Bon, Bengan, c'est un cas rare. Et il donne des précisions. Il dit, je suis en train de terminer ma période de transition. Donc, en fait, voilà. Il faut mon remplaçant. Il faut mon remplaçant. Apprêtez-vous déjà. Parce que après, là, je laisse tous les paraphères. Là, je vais. Hein, je ne vais plus rien signer. Donc, c'est ça. Mais il faudrait quand même rappeler que, je pense, Mme Biwole. Oui, Viviane Ondoa Biwole. Viviane Ondoa Biwole avait fait la même chose. Oui. Avait fait la même chose. Et elle avait, comme elle ne l'avait pas dit publiquement, elle avait subi des menaces. Hein. On lui avait dit, mais tu n'as pas peur que c'est un décret, celui qui a signé le décret là, risque d'être pris comme. Il a dit, mais celui qui a pris le décret, il sait bien que la loi existe. Donc, merci monsieur Kédi, qui rappelle par ailleurs que même mon PCA là, et mon adjoint, ils n'ont pas encore écrit, même moi j'écris pour eux. Est-ce que c'est important de faire ça? Oui, c'est important de faire ça. Important de faire parce qu'on connaît ce pays. Il peut dire que le DG assure l'intérim de... Non, il a dit que même eux là, ils sont donc à l'échéance là, même le PCA ne pourra plus prendre ma lettre de démission parce que lui-même il sera forclos. Le mandat sera forclos. Donc monsieur, voilà. Maintenant, peut-être que Madame Yao pourrait faire ça aussi. Hein. Ou monsieur Adolphe Modiki. Voilà, à la SNH. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans cette situation et qui ne lèvent pas le petit pouce. Mais au-delà de ça, Donald Brice, ce type d'acte-là qu'on salue aujourd'hui sur ce plateau pose quel type de problème en réalité? Ça pose un problème important, la rupture du contrat social. Vous savez que le texte dont il est question, c'est un texte qui date de 99, décembre 99. Oui, même s'il y a eu la loi de 2017. Voilà, qui a été modifiée par une loi de... En 2012, ça a été modifié à plusieurs reprises. Voilà, plusieurs fois modifié. Oui. C'est une décision qui va faire tache d'huile. Comme on le rappelait tout à l'heure, c'est une décision qui est inédite, mais qui arrive quelques mois après celle de l'ancien directeur général adjoint de l'Institut supérieur de management public, le professeur ISMP. Voilà, professeur Viviane Ondoa Biwole. Rappelons que
votre ami. Bon, nous sommes amis dans la presse, qui a adressé une correspondance. Cette fois-là, ce n'était pas public, au directeur général de l'entreprise, comme le prévoit la loi, pour lui dire, eh bien, mon mandat arrive à expiration temps, et comme le prévoit la loi, je compte bien pouvoir quitter mes fonctions. D'après nos informations, cette attitude n'a pas été appréciée en haut lieu. On l'a dit, mais attends. Même si elle me mène on ne l'avoue pas, mais c'est pour la manière, c'est pour la forme, elle ne peut pas l'avouer. Donc, d'après nos informations, elle a été menacée en haut lieu. Vous pensez que vous êtes où ici, machin. Donc, ce type de choses. Il y a, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, des directeurs généraux qui sont en poste depuis 22 ans, à la SNH plus de 20 ans par là. Certains qui sont là depuis 15 ans, alors que la loi prévoit que à partir de 9 ans, vous êtes censé quitter ou alors vous faire démettre de vos fonctions. La loi est l'instrument de régulation des relations sociales. C'est la loi qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on est autorisé à faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Lorsque la violation de la loi devient la règle, il ne faut pas... J'entends souvent les gens tenir des discours sur la bonne moralité ou pas de ceux qui violent la loi. Ce type d'acte, justement, cette violation systématique d'une loi qui existe, qui est en vigueur, donne justement le sentiment aux citoyens que la République est une République bananière. Et que justement, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Si vous permettez une seconde, et justement, cette déviance-là venait de la part des représentants du peuple, des députés, des sénateurs. Donc, parce que quand le SDF leur a dit, mais vous cumulez là, vous ne pouvez pas, il y en a qui ont ouvert les grands yeux en disant, mais nos collègues du SDF là, c'est quoi ça? Voilà. Les conséquences, les gens ne s'en perçoivent pas, mais les conséquences de ce type de pratique sont graves. Lorsque demain, un moto-taximan roulera au trottoir, roulera dans un sens inverse, violera un feu rouge, vous lui tiendrez tous les discours de bonne moralité du monde entier, mais après il vous rappelle que ceux qui dirigent ce pays se comportent ainsi. Ce n'est pas que nous sommes pour la promotion, la généralisation de la violation de la loi, mais ceux qui sont les garants de par la Constitution du respect de la loi, eh bien se comportent évidemment comme ceux, les principaux pourfendeurs de la loi, évidemment ça pose un problème. C'est ce qu'on appelle le principe d'exemplarité et de l'irréprochabilité. Qui incombe à ceux qui dirigent. Qui incombe à ceux qui dirigent en réalité. Donc, parce qu'en deux pays, on nomme en fait le remplaçant de quelqu'un 6 mois avant. Tout à fait. C'est lui qui doit remplacer, il vient vous imprégner et là, c'est à ce moment, c'est-à-dire que la passation de service, c'est seulement protocolaire. Pendant 6 mois, vous vous êtes imprégné du dossier sur le plan technique, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme ici, c'est un truc technique. L'ARCEL, comment réguler, comment avec les associations de consommateurs, avec le partenaire qui est l'État, avec l'Union européenne qui généralement, enfin voilà. C'est à ce moment, vous avez le temps. Lui qui va quitter bientôt le poste, il vous imprègne, il vous montre des dossiers, quels sont ceux qui sont urgents, et ainsi de suite. Mais vous, quand il est là un jour, conseil d'administration extraordinaire, monsieur Nkedi est parti, l'autre est revenu, vous allez même trembler, est-ce que c'est Condengui qui va m'attendre? Bon, c'est lui qui vient, qui lui dit que voilà les dossiers importants, voilà le suivi de tel fournisseur, voilà tel financement était bloqué ici. Et bon, ils ne veulent pas que ça se passe de manière normale. C'est quand même ambigu dans notre pays. Voilà, Dominique Audrey, la culture de la démission dans ce pays. C'est rare. Je crois qu'on devrait lui offrir quelque chose à boire à M. Kedi. C'est quelque chose à féliciter. Il boit souvent déjà de l'eau. De bonnes choses. Non, il boit de l'eau. Il n'est pas dans d'autres choses. Oui, monsieur... Il est complètement équilibré. Ouais, bien sûr. Il ne boit que de l'eau. D'ailleurs, ça se voit avec ses actes. Monsieur Kedi, d'une certaine manière, ou bien à son niveau, en train de lancer une révolution. Mais comme tout Camerounais normal dans un bénitariat, je me demande, est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien à manger là-bas qu'il démissionne? Vous pensez que l'ARCEL... Il y a beaucoup c'est une question. Non, c'est un homme intègre, je ne le connais pas particulièrement, comme disait, dans le cadre de l'exercice de mon métier, parce que à une autre... j'ai été militant d'une association qui était dans le secteur de l'électricité. On a vu le comportement de ce monsieur. C'est-à-dire, et c'est d'ailleurs lui qui rappelait au ministre, parce qu'un jour...
Ah bon. Vous avez Thomas. Un jour, je vous dis, lorsqu'il y avait encore un certain, bon, on l'appelait Dakiller, même Makiller à AES, Oui. et que le ministre de l'eau et de l'énergie rappelait aux populations camerounaises que, mais attendez, cette année, AES vous a même fait pitié parce qu'il lui est demandé, il peut même augmenter le prix au kilowattheure. Non, Oui. c'est l'ARCER qui a dit, mais non, on n'augmente pas n'importe comment. Voilà. L'augmentation nécessite Qui a joué son rôle de régulation. Donc il lui jouait, même malgré qu'on tapait De tous sur les les doigts, côtés. on Oui. tirait. Non, Oui. non, le Donc, gars était... D'accord. Oui, à ça, je vais ajouter que c'est encore la preuve qu'au Cameroun, quand on vous envoie quelque part, on vous oublie. Donc, vous faites ce que vous voulez, c'est Voilà. ça, non? Et Oui, justement. on vous D'accord. oublie. Très bien. Alors, on va se noter que nos grandes organisations, ces temps-ci, ont brillé dans l'actualité quand même. Hein, On parce avait que- oublié. Avec la- Parce Et que la- Larcel, il y a la RT tout La RT récemment qui a fait qu'on a fort oublié. en sanctionnant les opérateurs de téléphone mobile pour les problèmes d'identification des puces Les crédits également, les prix, les taux. le tarif, donc le coût des tarifs de communication au Cameroun. Donc 1,5 milliard pour la première et 1 milliard pour les deux autres. Voilà. On va passer à autre chose, Oui, Karine. on parle à présent de la Sonara. Hier, les membres désignés pour mener l'enquête afin de déterminer les causes de l'incendie de la Sonara ont rencontré hier le Premier ministre accompagné par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, par ailleurs président de cette commission. Ils ont eu 30 jours pour mener à bien leur mission afin de faire la lumière sur cet accident, même si le gouvernement reste rassuré de la disponibilité du pétrole, l'essence ou du gaz domestique. Il demeure tout de même que depuis ce drame, le 31 mai, plusieurs révélations ont été faites. On pourra ainsi connaître la vérité sur le défaut d'assurance de la société au moment du sinistre, les rapports des auditions de certains responsables de la structure et même la lumière sur les pertes causées par ce drame. D'accord. Alors, il faut dire que c'était précisément le 11 juin dernier qu'on mettait en place cette commission. Et cette commission avait justement à tout casser 30 jours, un mois pour rendre sa copie. Ça a été fait dans les délais. Bon, Bengan, ça vous surprend une telle célérité dans un contexte camerouno-camerounien Oui. où on sait comment les choses sont parfois très ensommeillées. Quelqu'un a parlé de sommeillistan. Oui, et Dans un pays comme le nôtre. et ça, Oui. ça me surprend. Parce qu'on ouvre souvent les enquêtes, on ne les referme jamais. Oui. Et ça me surprend. On a fermé. Est-ce que, bon, ils vont vous dire, ils ont respecté les délais, sont dans les délais, certes. Mais est-ce que ce rapport ne va pas rester dans les tiroirs? Est-ce qu'on va vraiment s'inspirer pour réhabiliter la Société nationale de raffinage? N'en sais rien. Parce que, pourquoi je suis inquiet? Je suis inquiet parce que je me rappelle du rapport suite à l'incident, à l'accident du train d'octobre 2016, le train des ECA. Oui, apparemment il y a eu un rapport. Apparemment le procès s'est même tenu. Mais qui peut dire ici ce qui s'est réellement passé à Zeka? Personne ne vous dit. Quel est l'état de la voie ferrée? Les trains qui circulent, on ne vous dit pas. Parce que qui dit Camrail dit État du Cameroun, dit Bolloré. Mais on avait donné l'impression que c'est celle Bolloré. Non, Camrail, c'est l'État du Cameroun et Bolloré, plus certains autres. Alors. Parce que là, que ce soit la Sonara ou à Camrail ou les autres enquêtes, on ne vous parle jamais des rapports de l'Assemblée générale des actionnaires. On vous dit seulement le conseil d'administration. Parce qu'en fait, le conseil d'administration travaille, mais l'Assemblée générale des actionnaires devrait décider. Mais dans notre pays, on n'en parle pas. Et on n'en parle jamais. D'accord. Est-ce que ce rapport, s'il a indexé, parce que dernièrement, les gens impliqués, les ouvriers, les employés de la Sonara qui ont été interpellés, on ne sait pas pourquoi on les avait interpellés, venaient d'être relaxés. Pourquoi on les a interpellés, on les a relaxés? Sont-ils impliqués dans les rapports? On n'en sait rien. Bon, attendons de voir. Mais moi, j'ai des doutes. Je dis, ce rapport ne nous apprendra pas grand-chose. D'accord. Et je suis même convaincu que la Sonara restera au sol pendant au moins 2 ans. Pour être, j'allais dire, pour ne pas être trop pessimiste. Est-ce que- Alors, Dominique Audrey. Oui, moi, je sais pas. J'ai un doute. J'ai un doute. Je me demande même s'il y a effectivement eu un rapport. Parce qu'on peut nous dire il y a eu un rapport.
juste pour calmer, parce que... Parce que les délais ont expiré. Voilà, par exemple. On peut juste nous dire ça comme ça. L'incendie de la Sonara, c'est un sujet qui a vraiment... Le Cameroun Tribune ne dévoile pas le contenu du rapport. Oui. Malheureusement, ça remet donc encore sur la table le fait que le peuple a le droit de savoir tout ce qui se passe. Parce que nous tous, nous sommes concernés par cette histoire. Donc, s'il y a un rapport, que le ministre en charge de la communication nous dise de quoi il en retourne, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va avec cette histoire de la Sonara là. C'est ça qu'on attend. Oui, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, Donald Brice. Oui, disons que la mise en place de cette commission le 11 juin dernier avait déjà laissé beaucoup d'observateurs pantois quant à la volonté des pouvoirs publics de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé à la Sonara. La composition de la commission Gaston Indou Essomba était essentiellement administrative, avec les représentants du MINAT, de la DGRE, de la DGSN. On se serait attendu que pour au moins rassurer l'opinion publique, qu'on y metta des acteurs de la société civile, des personnalités indépendantes pour mener ce type d'enquête. Cela n'a pas été fait. Les antécédents que Mbomboka citait notamment sur l'accident ferroviaire d'octobre 2016 à Ezeka ne permettent pas d'espérer. En tout cas, Ezeka n'était pas un secteur de souveraineté. Nous avons aujourd'hui affaire à la Sonara qui est dans un secteur de souveraineté. On a agité parce que j'ai refusé de venir aux accidents de la Camer parce que bon, c'est l'ancêtre. Voilà, donc, on a fait aujourd'hui un secteur sensible comme celui du pétrole. Vous savez que les gens se demandent où va l'argent du pétrole au Cameroun. Donc, est-ce que... Mais pourtant, les gens estiment que le ministre de l'eau et de l'énergie connaît son sujet puisqu'il a été avant ça DG de la SCDP. Il suffit pas il vient de la SCDP. Non, vous savez, au Cameroun, vous n'échouez pas forcément parce que vous êtes incompétent. Il y a quelqu'un qui décide si vous réussissez ou pas, en fonction des pouvoirs qu'il te donne. Par exemple, vous pouvez faire un très bon rapport. Voilà, vous remettez à qui de droit. Quand il nous rassure qu'il n'y aura pas pénurie, est-ce que lui, ancien DG de la SCDP, aujourd'hui patron, parce que le ministre là où il est, est-ce qu'il peut nous rassurer que les stocks, je veux dire les lieux de stockage, les stocks de sécurité vont nous permettre de fonctionner pendant combien de temps? Est-ce que nous n'allons pas continuer à acheter le pétrole algérien où on va cacher en disant voilà. Bon, on fait bien de parler de la Camer, justement. Vous pensez que tous ceux qui sont passés à la Camer sont tous incompétents? Il y en a qui ont le profil de l'emploi, mais parce qu'il faut un certain nombre de conditions pour que la relance de la compagnie soit effective et que ces conditions ne sont pas réunies, on est au statu quo actuel. Donc, la qualité du rapport remis au PM, lui-même l'avait dit en créant la commission Gaston Indou Essomba, qu'il s'agissait d'une instruction du chef de l'État. Et donc, comme toujours, la qualité de ce rapport remis peut être excellente, mais après, l'exploitation qui sera faite, c'est ça qui est important. Et surtout, moi, je veux savoir quelles sont les machines endommagées là-bas. Est-ce que ça n'empiète pas sur le raffinage, sur le niveau? On était quand même au niveau de la modernisation de la Sonara. À quel niveau on y en est? En tout cas, Karine a dit, il y a beaucoup de gens qui vont chercher à se protéger, selon que, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la Sonara n'était pas vraiment assurée comme on dit là actuellement? Il faut qu'on nous dise. Est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait explosion? Est-ce que c'est parce qu'il y a une coupure d'énergie électrique? Est-ce que tous ces est-ce-que-là restent en suspens jusqu'à ce qu'on nous dise. Voilà. Alors, Karine, on va terminer. Ok, hier 10 juin encore, le ministre de la Santé a signé un communiqué de presse dans lequel il annonçait la mise sur pied d'une brigade chargée spécialement de sillonner les villes et localités en vue de procéder avec l'appui d'autres administrations concernées à la saisie et destruction systématique de ces médicaments et produits. Alors, ces brigades se situeront au niveau central et dans chaque région. Cette décision fait suite à la saisie récente des médicaments de contrebande dans la ville de Douala. Alors, il y a dans les quartiers et tout le monde avec moi, vous allez vous rendre compte que c'est commun. Dans nos quartiers, nos docteurs, ils sont désormais très nombreux puisqu'il y a plusieurs docteurs dans les quartiers. Ils sont dans les kiosques où ils exposent les médicaments. Ils font parfois des injections. Il y a même parfois des infirmiers. Il y a des infirmiers qui travaillent à l'État, qui viennent également ouvrir des petits échoppes au quartier où ils vendent des produits et ils font des injections. Donc, c'est commun.
Maintenant, est-ce que de mettre en place une brigade centrale et puis des brigades régionales est la solution à cette situation? J'ai bien peur qu'on s'achemine là à ce qu'on avait vécu avec les CD piratés, où on voyait des gens aller ramasser ceux qui vendaient les CD piratés sans aller savoir ce qui pressait ces CD-là. Bon, brigade, est-ce que c'est pas dans cette chose-là qu'on se... Mais j'allais dire que vous avez lu dans ma pensée, si vous étiez Bombok, j'aurais dit que vous avez 4 yeux comme moi. Non, c'est exactement la même chose. Hein. Donc ici, moi je pense que le ministre Malachi de la Santé publique aurait dû, parce qu'il connaît, il y a la police, la DGRE, la gendarmerie, ils savent les renseignements, ils savent comment ça se fait. C'est-à-dire demander au ministre s'il faudrait peut-être en interne faire une lettre où ils vont verrouiller les entrées de ces médicaments, de la rentrée frauduleuse de ces médicaments-là, donc service est verrouillé. Lorsque la douane saisit et qu'on vient, est-ce qu'on fait les communiqués plus, on sait, l'administration publique sait que chaque fois qu'on saisit ces médicaments hors d'usage ou ainsi de suite, on les détruit. Donc il ne s'agit pas de dire, non, parce qu'en fait, il a l'ordre des médecins pour vérifier, parce que là aussi, il y a certains docteurs qui sont officiels. Parce que depuis 92-93, il y a eu les GIC Santé qui avaient des agréments, mais sauf que les agréments étaient délivrés par le ministère en charge de l'agriculture. Comment le ministère en charge de l'agriculture vous délivre l'exploitation des GIC Santé? Oui, absolument, c'est le ministère de l'agriculture qui est en de personnes qui se chargent de la santé. Absolument, qui se charge de la santé. Donc ça veut dire qu'avec l'ordre des médecins, et lui qui est le patron de la santé publique, ils peuvent voir comment ils peuvent se déployer. Avec l'ordre des pharmaciens également, parce qu'il me semble que l'ordre des pharmaciens a fait des enquêtes, mais comme ils n'ont pas la police, ne peuvent pas mobiliser la force publique pour... Et là, avec ces 3 institutions en interne, ils peuvent procéder. Et nous, on va seulement se rendre compte que maintenant, les docteurs là, voilà, le foufou qu'on emballait sous forme de paracétamol n'existe plus. Et c'est tout. Donc, et surtout également approvisionner nos pharmacies, y compris dans nos hôpitaux, parce qu'il y a quand même un programme de médicaments essentiels. Mais il arrive également qu'il y a pénurie de médicaments dans des centres hospitaliers. Donc, bon, ça va donc ressembler à, comme vous avez dit, le ministère de la Culture, les CD piratés, alors qu'il sait qu'il y a des gens qui ont importé des machines qui pressent, qui fabriquent les CD partout, mais il les laisse entrer, il laisse la douane faire entrer ces machines pour venir voir un Bombok qui est en train d'acheter ces CD en Dokoti. Il va m'arrêter, mais non, ça ne résoudra pas le problème. Alors, je suis inquiet pour ce ministre de la Santé, je vous le dis parce que je suis très inquiet. Il est jeune, ça se voit. On a le sentiment qu'il veut bien faire les choses, ça se voit. Mais j'ai l'impression qu'il est dans la politique spectacle, dans les effets d'annonce, dont il faut tout faire vite et montrer qu'on est au boulot. Donc après, on s'interroge quand même sur la pertinence des mesures qui sont prises. Oui. Non, moi je pense que au moins au plan symbolique, les actes du ministre Santé, le nouveau, c'est le plus jeune du gouvernement, sont au moins un signal. Au moins au plan symbolique, au moins ça peut faire mais ça ne date pas ça peut faire des brigades contre ces médicaments depuis au moins 25 ans. Oui, non, quand je parle de symbole, j'observe que c'est un ministre qui rend compte de ce qu'il fait. Ça, c'est pas commun, admettons-le quand même. Non, mais entre rendre compte et bien faire, c'est... Voilà. Il y a un chemin. Non, il faut déjà rendre compte, il faut déjà agir. Non, mais rendre compte des mesures qui, je veux dire, à un moment donné, parce que Donald Brice, c'est une situation que l'on déplore depuis des années. Et donc, il y a eu des mesures prises contre cela. Les petits kiosques là, de vente au quartier, ça existe. Mais... quand il communique, il en fait un tapage, il fait de ça une panacée, une nouveauté. Je suis au travail, et attention, mais sauf qu'on se rend bien compte que ce qu'il va faire n'est pas la solution. Aucun Camerounais ne croit que avec ces brigades-là, les médicaments de gazon, du gazon, vont s'arrêter. Attention. J'en venais. Oui, mais je veux dire, ouais. Vous savez qu'il n'y a pas que le ministère de la Santé qui est censé lutter contre
l'importation de ces médicaments. Vous savez qu'il y a un fort réseau de contrebande dans le secteur, notamment venant avec, pour zone de transit, un pays voisin, avec des complicités. Le Nigeria, voilà, avec des pour ne pas le citer. avec des complicités à des niveaux de l'administration que vous ne pouvez pas soupçonner. Oui. J'ai pas bien des complicités au niveau de l'administration, ce qui fait Mais que il fait partie du gouvernement. Et Il ça, y a ça- la DGRE là-bas, la DGSN. c'est pour dire que ça rend complexe la tâche à laquelle C'est pourquoi, il a comme appelé. dit Foposi Negou, fallait donc pas faire les annonces. Non, Oui. non, C'est non. trop d'annonces quand même. Ça, c'est la première chose. Voilà, il y a la complexité de la tâche. Autre chose. Moi, on parlait tout à l'heure de l'Ordre national des pharmaciens. D'après une enquête justement de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, 80% de Camerounais se ravitaillent dans les kiosques dont nous parlons. Deuxième question, et ils ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas leur santé, attention. Ils le font parce qu'ils n'ont pas de moyens. Deuxième question de niveau de vie à adresser également. Voilà. Autre chose, pour terminer. Il y a quelques années, on nous a parlé d'un projet d'installation d'une Usine de entreprise, fabrication. d'usine de fabrication au niveau local des médicaments génériques Oui. à Douala. C'est une Je femme. ne veux pas citer, voilà, vous faites la publicité. Mais il faut- De Non, cette c'est pas la entreprise. publicité, Voilà. c'est officiel. Donc, C'est là-bas, on et ce là, projet, on et ce projet, Tout le monde passe, on voit. et ce projet est mon nez. Ouais. Donc, c'est pour vous dire que et beaucoup d'experts dans le domaine vous disent qu'il faut encourager les privés qui veulent investir dans ce domaine sensible de la santé D'accord. et les encadrer et adresser les questions de niveau de vie qui ne dépendent pas du ministère de la Santé publique. Donc, vous comprenez pourquoi on dit trop d'effets d'annonce alors qu'il lui sait. Il sait en sait son âme et que c'est conscience que compliqué. ce qu'il va faire là, Mais, il n'aura pas de... Mais il faut mais- commencer mais- quelque part tout de même. Mais c'est Faut pourquoi commencer. aussi, Non, mais- en Côte d'Ivoire, récemment, il y a quelques mois, il y a une campagne qui a été lancée contre les médicaments de la rue. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui avaient des médicaments sur la tête. On faisait une publicité à la télé qui passait constamment et même dans des chaînes regardées plus par les femmes. Donc c'est pour dire que la campagne pourrait s'étendre dans plusieurs autres domaines de la communication parce que là, on communiquait, on va passer casser et après, est-ce qu'on va fermer les zones de ravitaillement? Il D'accord. faut fermer les zones de ravitaillement. Oui, Dominique Audrey, Oui. c'est ça qu'il faut faire en réalité. Moi, Monsieur Foposi, je Oui. me serais attendu à ce qu'il nous fasse un communiqué par rapport au vaccin dont on parlait encore hier ici. Voilà. Oui, il y a des médicaments de la rue. Oui. Oui, on va brûler. Mais maintenant, et les bébés, je crois que c'est plus important Rougeole, maintenant poliomyélite, tétanos. de trouver des vaccins aux enfants au lieu de 200 créer 000 enfants en Voilà. situation de manque de vaccin Voilà contre la un rougeole, cas. Il faut la faire ça, poliomyélite. Communiquer chaque semaine. Et- Il faut et la tétanos. prioriser les choses. Voilà. Oui. Non, je vous assure qu'il y aura un communiqué d'ici peu. On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour cette revue des réseaux sociaux. On va basculer au plateau B où Constilamine nous attend. Il m'enjoint de vous dire ceci. Constilamine récompense ses clients et offre une double réduction des prix du 11 au 21 juillet 2019 au magasin 1001 tapis. Alors, Constilamine, les bons comptes font les bons amis, n'est-ce pas? Mais Bonjour. bien entendu, tu as Ouais. toujours été un très professionnel et c'est un plaisir pour moi. Alors, chers téléspectateurs, chers clients, merci de faire confiance au concept Salaka. Avec bien sûr le soutien du parent du concept Salaka, Sa Majesté Arnold Iteki, on a décidé de récompenser tous les clients du concept Salaka. Et pour cela, du 11 juillet au 21 juillet 2019, vous allez vivre une véritable double réduction. Vous allez le constater tout à l'heure à travers les prix. Et le temps, bien sûr, d'attirer l'attention de tous les clients. Profitez de cette double réduction parce que d'ici le mois prochain, les prix vont redevenir à la normale. C'est donc l'occasion plus que jamais d'interpeller tous ceux qui me regardent à Bépanda, à Beaumont, qui ont besoin d'acheter un article de qualité, de le faire du côté du magasin 1001 tapis. Vous aurez bien entendu les robots mixeurs que vous avez à 12 000 normalement en promotion. On a fait une réduction à 11 500, mais aujourd'hui, vous les aurez à 11 000. Ça peut d'ailleurs se ressentir à travers l'écran. Vous voyez le prix initial qui était de 12 000, on l'a barré. Vous avez vu la deuxième réduction, 11 500, on a barré. Et maintenant, on a mis le prix de la double réduction. Vous l'avez à 11 000 francs. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ica
à l'entrée de la rue Mermoz. Nous allons donc tout de suite ouvrir la vente de ce matin, chers téléspectateurs, avec des robots mixeurs de bol. Des robots mixeurs de qualité supérieure. Oui, vous les avez à 11 000. À côté, bien sûr, de ce robot mixeur de bol, vous avez une bouilloire électrique. Nous sommes en pleine saison pluvieuse. Il fait froid au Cameroun. On a besoin de prendre de temps en temps une boisson chaude. On a besoin de temps en temps de prendre du café. On a besoin de prendre de temps en temps un verre d'eau chaude. Alors, une bouilloire, vous l'avez à 6 500 francs. Une bouilloire neuve dans le carton avec garantie. Vous l'avez à 6 500 jusqu'au 21 juillet 2019. À côté, bien sûr, de la bouilloire électrique, vous avez un laptop. Regardez ce qui s'affiche à l'écran. Le prix de promotion est de 60 000. Le prix de la réduction est de 49 000. Le prix de la double réduction est de 45 000 francs sur ce magnifique laptop avec Wi-Fi, lecteur DVD, 1 giga de RAM. Vous l'avez donc à 45 000. Vous avez le choix entre la marque Dell, HP, Lenovo. C'est l'occasion plus que jamais d'appeler et d'avoir un laptop de qualité supérieure avec garantie à 45 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. À côté bien sûr de ce laptop, vous avez un régulateur de tension numérique à 14 500 francs au lieu de 16 000. Ça c'est la double réduction. Regardez bien sûr les prix, relevez le numéro de téléphone, passez vos commandes. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, nous acceptons les paiements par tranche, nous acceptons les réservations. Régulateur de tension numérique, vous l'avez à partir de 14 500 au magasin 1001 tapis. On va tout de suite poursuivre la vente de ce matin avec votre magnifique longue rallonge d'origine qui coûte d'habitude 5 000. Vous l'aviez eu à 4 500, mais la double réduction, vous l'avez à 4 000 du côté du magasin 1001 tapis. Relevez les prix qui sont en rouge. C'est les prix de la double réduction. 4 000. Une magnifique rallonge neuve dans le carton avec garantie au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. Ouh là 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 là. Ouh là là. Robot mixeur Debol, un grand robot mixeur que vous retrouverez ailleurs à plus de 50 000, mais au magasin 1001 tapis, vous l'avez à 18 500 francs. C'est une double réduction. Le concept Salaka ne dit que la vérité et rien que la vérité. Je suis comme Allah. Allah, je suis comme Malam. Malam ne ment pas, il ne dit que la vérité. Robot mixeur Debol à 18 500 francs au magasin 1001 tapis. À côté bien sûr du robot mixeur Debol, un ordinateur de bureau. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 75 000. Mais le concept Salaka vous le donne jusqu'au 21 juillet à 40 000 francs. Les établissements, les entreprises, les particuliers, chacun devrait l'avoir. Un ordinateur complet avec garantie. 80 giga de disque dur, vous l'avez à 40 000 francs en face le palais d'Ika, c'est du côté bien sûr d'Aqua à Douala. Ce fer à vapeur, chers téléspectateurs, regardez-le bien. Allez vous renseigner ailleurs. Vous le retrouverez à plus de 35 000. Mais moi, je vous le vends à 12 000 francs. C'est la double réduction. Il est neuf dans le carton. Il repasse très bien. Il est à vapeur. Il est à sec. Vous l'avez à 12 000 au magasin 1001 tapis. Toujours dans la double réduction d'aujourd'hui. Imprimante neuve dans le carton à 33 000. Un véritable 3 en 1. Ça scanne, ça photocopie, ça imprime. Vous l'avez à 33 000 francs en face le palais d'Ika au magasin 1001 tapis. Nous allons poursuivre la vente de ce matin, chers téléspectateurs, avec un laptop Core i5. Vous l'avez d'habitude à 125 000. Je vous l'ai donné à 120 000 francs. Mais je reviens pour récompenser les clients. Je vous le donne à 115 000 avec le soutien du parrain du concept Salaka, Sa Majesté Arnold Teki. Laptop Core i5 à 115 000 francs seulement. La suite nous conduit rapidement à une clé USB. Ça, c'est la grande nouveauté. 32 gigas de disque dur. Je n'ai pas dit 5 gigas. Je n'ai pas dit 10 gigas. J'ai dit 32 gigas de disque dur. Une clé USB dotée d'un système de sécurité. Vous l'avez à 8500. Elle est neuve dans le carton avec garantie. Et au concept Salaka, on ne dépanne pas, mais on remplace. Vous l'avez à 8500 francs. Une magnifique clé USB. Le cuiseur de riz électrique est de retour. Double fonction. Ce cuiseur de riz, son prix normal est de 35 000. On l'a barré à 30 000 francs. Nous vous le donnons à 25 000. Il a double fonction. Ça veut dire quoi? Pendant qu'on prépare le riz en bas,
on peut préparer les plantains mûrs, les pommes de terre, les ignames en haut. C'est un cuiseur de riz double fonction. Vous l'avez à 25 000. Ce même cuiseur de riz, vous le retrouverez à plus de 75 000 francs ailleurs. Les couvre-bouteilles à 1500 francs, chacun devrait l'avoir. 3 couvre-bouteilles à 1500 au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika et nu par ailleurs. La suite nous conduit également à des robots mixeurs de balles. Vous les avez à 11 000 francs au magasin 1001 tapis. Profitez de cette promotion, de cette double réduction. Appelez dès à présent, yes no, mototé. Commandez dès à présent à 1001 tapis. Nous allons tout de suite poursuivre la vente de ce matin, chers téléspectateurs. Le temps d'attirer l'attention de tous nos... On a également des lustres que vous avez désormais à partir de 25 000 francs. Des lustres de qualité supérieure. Regardez bien sûr l'intérieur du magasin 1001 tapis. Venez dès à présent appeler, chers téléspectateurs. Le temps, voilà, merci. Silamine, vous avez commencé à 40, il est 47, donc c'est terminé. Madame, monsieur, on va terminer évidemment sur les différentes rubriques de ce programme avec interpellation que voici. Bon, justement, il faut un grand changement pour essayer de voir ce qui ne va pas. Parce que là, présentement, nous devons voir que peut-être les vieux qui sont encore là au pouvoir, c'est eux qui ne veulent pas que tout se aille le plus tôt possible. C'est justement ça. Parce que parmi eux, il y a les vieux qu'il faut aussi enlever pour mettre aussi les jeunes qui peuvent aussi faire quelque chose pour le Cameroun. Au Cameroun, il y en a beaucoup de gens qui peuvent aussi faire changer le pays. Ils sont là beaucoup. Seulement que les jeunes, les vieux, quand ils sont là, ils se placent, ils ne veulent plus quitter, ils ne veulent plus laisser les autres s'avancer. Voilà tout ce qu'il y a. C'est ça le problème du pays. À un moment donné, l'expérience aussi, ça joue aussi quand la mentale est déjà fatiguée. Bon, on ne parvient plus à bien réfléchir. Parfois on réfléchit, mais on ne parvient pas à réaliser comme il faut. Alors, le commentaire va être fait par vous, Bobo Bégan. Oui. Quand on met long à un poste, Oui. ça devient la routine. Ça devient la routine. On peut commettre des erreurs qu'on n'aurait pas dû commettre si on était encore... si on était, j'allais dire, si on avait les exigences d'atteindre des objectifs. Mais quand vous mettez long, vous n'en avez plus. Et c'est ça l'un des problèmes que nous avons ici. Ça nous a amené d'ailleurs, au moins ça a amené la caisse autonome d'amortissement à faire des reproches au gouvernement selon lesquels, par exemple, que nos projets n'arrivent jamais à terme, que nous ne savons même pas monter les lettres pour gagner de l'argent parce qu'on est dans un environnement où on est là, c'est comme s'il n'y avait pas de pilote à bord. Bon, alors, puisqu'on parle de mettre long, il y a la SNH par exemple, qui a un DG qui a mis long à ce poste-là, et il y a un décret du chef de l'État qui vient d'être rendu public, qui transforme la SNH en une entreprise à capitaux publics, avec l'État comme actionnaire unique. C'était pas déjà le cas? Oui, mais c'était déjà le cas. Pourquoi ce décret? Et ce décret est tellement... ambigu qu'en fait, on ne parle même pas de directeur général de la SNH. On parle de administrateur directeur général de la SNH. Ça veut dire qu'en fait, qu'il est lui-même actionnaire de la SNH. Il est actionnaire in personne. Tout à fait. Il représente l'État. Est-ce qu'il est actionnaire à l'État qu'il a... Pourquoi vous voyez, donc notre compatriote qui s'offusque là, il a raison, il a pleinement raison. D'accord. Donc il y a des incongruités comme ça. Dans ce décret-là, parce que ça va nous tomber, ce décret signé... le 9 juillet, donc on va voir. C'était déjà le cas. Quand Adolphe Moudiki est administrateur, directeur général, c'était... Oui, d'accord, en tout cas, on verra très bien voilà, sur quoi porte ce décret. On va passer à Consti-Lamine, Red Copper et Supergang Consti-Lamine. Alors, une fois de plus, le concept Salaka. Nous restons toujours au magasin 1001 tapis et nous restons toujours dans la double réduction. Il faut le rappeler qu'elle est valable sur tous les articles du magasin 1001 tapis. Le concept Salaka tient à sa parole. Le concept Salaka dit et réalise. Alors, chers clients, profitez au maximum et achetez pendant plusieurs jours votre poêle Red Copper qui est déjà en promotion à 14 000 francs. Vous l'aurez bien entendu à 13 000 jusqu'au 21 juillet 2019.
19. C'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de vous lever comme seul homme et de venir au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. Et ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir dans notre magasin, il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer votre commande. Poilerette Cooper, au lieu de 14 000, vous l'avez à 13 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. À côté bien sûr de la Poilerette Cooper, on parle également de cette magnifique paire de gants. Vous l'avez à 5 000, c'est normalement le prix de promotion, mais vous l'aurez à 4 000 francs. Une paire, c'est-à-dire des gants de cuisine de qualité supérieure. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble de la poêle et de la paire de gants, au lieu de 16 500 francs, qu'il faut le rappeler, chers téléspectateurs, est le prix de promotion. Vous l'aurez à 15 500 francs, l'ensemble de ces deux articles, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Nous allons bien sûr permettre à la réalisation de présenter en direct des parapluies. Bien entendu, c'est donc l'occasion également de rappeler à tous les clients qui vont commander, que ce soit un robot mixeur, un fer à vapeur, une poêle ou des gants, vous achèterez ce magnifique parapluie que je présente en intégralité mondiale à 200 francs le parapluie. C'est valable pour tous les clients qui vont commander, que ce soit un laptop, un ordinateur complet ou alors un robot mixeur, vous l'aurez à 200 francs. Également, vous avez également des morceaux de savon à 150 francs. Un morceau de savon de 400 grammes, c'est les vacances. Les enfants sont à la maison. C'est l'occasion de laver les vêtements des enfants. C'est l'occasion de se laver. Alors, on a un morceau de savon de 400 grammes pour tous ceux qui vont commander du côté du magasin 1001 tapis. En plus de la double réduction, vous aurez droit soit à un parapluie à 200 francs ou alors à un morceau de savon à 150 francs. Chers téléspectateurs, acheter un article, c'est bien, mais l'acheter au concept Salaka, c'est encore mieux. Parce que concept Salaka, tout ce que nous vendons est tellement nyanga. Regardez bien sûr la poilerette Cooper. C'est nyanga, c'est ndolé, la poilerette Cooper. Elle ne colle pas. Elle ne coûte que la somme de 13 000 jusqu'au 21 juillet 2019. Bien entendu, merci. Et rendez-vous à 1001 tapis. On a suffisamment eu pour notre compte. Alors, on va lire quelques messages, Karine, je vous en prie. À quoi servent les services locaux de santé? Pas besoin de création de brigades. C'est Yibab qui nous écrit. Alors, puisqu'on parle de santé, quelqu'un vient de faire on va dire quoi, un témoignage. Il était à l'hôpital de la Caisse à Yaoundé à l'instant. Il est allé à la caisse pour payer. La caissière lui a dit qu'elle n'a pas de monnaie et qu'il aille voir la femme qui vend le maïs au portail là, parce qu'elle aura la monnaie s'il prend le maïs, et que si le maïs en question il ne veut pas manger, qu'il remet le maïs et ils vont manger. Vous voyez, ce pays, dans le degré dans lequel on a rendu, mais c'est quand même terrible ce pays. Hein. Allez-y, Karine, vraiment. Oh, il y a beaucoup. Rodrigue de Mokolo, le Cameroun est un pays maudit par nos dirigeants, vraiment. Un autre. J'imagine un peu le ton avec lequel elle vous le dit. Oui, vraiment. J'imagine le ton avec lequel elle vous le dit. Oui. Va acheter le maïs là-bas dehors. Si tu ne manges maïs, nous on mange. Tu viens de donner, on mange. C'est impossible de verrouiller les entrées de ces médicaments parce que ces médicaments rapportent beaucoup d'argent à certains pontes du régime. Aussi, ce sont ces médicaments qui approvisionnent les pharmacies de nos différents hôpitaux. Loïc de Mendon. Aïe, 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 il a dit ça là. Alors, si vous dites ça, si vous dites ça, ça veut dire que vous mettez à mal... ça veut dire que nos hôpitaux sont des mouroirs. Voilà, vous mettez à mal notre système de santé. Du moins, c'est vrai que la confiance déjà est entamée, mais vous venez dégrader encore plus la confiance des Camerounais envers nos hôpitaux. Donc, il faut faire attention avec ce type de... On ose croire que ce qu'on a dans nos hôpitaux comme médicaments sont des médicaments homologués, de bons médicaments. Voilà. L'acte loyal de ce directeur que nous encourageons est un message de sensibilisation à l'encontre de nos directeurs dirigeants de ce pays qui se plaisent dans la recherche du profit individuel. D'accord. Il y a une personne qui ne croit pas que ce soit un document authentique. C'est un document authentique parce que c'est tellement beau. C'est trop beau pour être vrai. Voilà. Moi, je sais seulement qu'avant la fin de la semaine, on va envoyer le contrôle supérieur de l'État là-bas. Voilà, peut-être pour voir. Non, on ne récupère pas. Il y aura des fautes de gestion. Voilà. Donc, il faut rappeler que lorsque le professeur Ndoa Biolé a adressé cette correspondance dont on parlait, quelques jours après, elle a été démise de ses fonctions. D'accord. On va s'arrêter là, madame, monsieur. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.
me convient se trouve ici. C'est ma famille, là où je suis joyeuse. Ces moments font le jour joyeux. Le bon arrive toujours avec Gino.